Qu'est-ce qui t'a poussé dans l'accompagnement, toi, de ton côté, de Heu, base? alors je dirais que c'est tout un parcours qui m'a amené à ça, très clairement. Déjà j'ai beaucoup appris de mes échecs, je dirais, vraiment. Lesquels? Mes échecs, Ouais. disons que j'ai un parcours assez, heu, pas chaotique, mais difficile dans les relations amoureuses et hem et en fait, j'ai beaucoup, beaucoup appris de mes échecs. Je remercie mes échecs. Si c'était à revivre, je les revivrais pareil parce que finalement, j'ai compris beaucoup, beaucoup de choses et j'ai vraiment voulu finalement donner un sens à ces échecs et éviter justement que, d'autres personnes puissent vivre, voilà, ces échecs que j'ai connus. Donc voilà, c'est en partie, je dis bien en partie, ce qui m'a amené à ça. C'est aussi une rencontre. Je pense que la vie, elle est faite de rencontres. C'est une rencontre avec ma femme, qui était déjà dans l'accompagnement, qui était OK. déjà accompagnée, sur des problématiques de dépendance affective, qui est un sujet que je connais très, très bien aussi, puisque j'ai moi-même été concerné, par rapport à ça. Donc voilà, ça a été, un concours de circonstances qui m'a amené un petit peu à. OK, donc ta femme, au final, t'a amené dans tout ce qui est relations amoureuses, traiter ce sujet-là et cetera? En partie, alors c'est quelque chose auquel je m'intéressais beaucoup. La Ouais. dépendance affective, ça faisait déjà des années que je creusais la question, que j'avais beaucoup travaillé là-dessus. Moi-même, personnellement, j'avais fait de la thérapie, tout ça. Et c'est vraiment un sujet que j'avais beaucoup creusé sur les relations, et plus particulièrement les relations amoureuses. Donc, et c'est vrai qu'en rencontrant ma femme, ben, heu, par rapport à mon boulot, je commençais à plus être bien dans mon boulot. J'étais dans une grande boîte d'actionnaires, j'avais un vrai conflit de valeurs, ça manquait de sens pour moi et en fait, j'ai décidé de quitter le salariat pour me lancer vraiment dans OK. l'entrepreneuriat. OK. C'est quoi ta vision des relations amoureuses? C'est quoi pour toi une bonne relation amoureuse? Une bonne relation, je ne sais pas si je pourrais dire ce qu'est une bonne relation, mais déjà pour moi, il y a une notion qui est fondamentale, c'est la notion d'engagement. Je pense qu'on peut pas nourrir, en tout cas, je parle sur une relation durable. Si on veut construire une relation de couple durable, je pense qu'il faut que ça soit basé sur de l'engagement. Il faut que cet engagement soit basé sur un projet commun, sur une vision commune, sur, des objectifs communs et des valeurs communes. Donc je pense qu'un couple qui commence à se construire sans avoir une vision et un projet commun et sans poser comme base un engagement, selon moi, c'est un petit peu construire sur le sable. OK, donc tu sais pas trop, en fait, ça peut être du sable, solide ou du sable mouvant? Ouais, Ouais. OK, cool. Tu disais, tu as appris de tes expériences. ouais. C'était qui le David d'il y a 10 ans? Et surtout, il croyait quoi, le David d'il y a 10 ans, par rapport à ce sujet-là? Alors, le David d'il y a 10 ans, j'avais 10 ans 30 ou plus, ans. hein. Ouais, j'avais une trentaine d'années ou un peu moins. Heu, je pense que le David d'il y a 10 ans, il y avait encore plein de choses qu'il n'avait pas compris sur les relations amoureuses. En sachant que, j'ai vécu beaucoup de relations de couple, donc j'ai beaucoup d'expérience là-dessus. Mais à cause de mes blessures, à cause de mon parcours, de mon histoire, j'avais beaucoup de difficultés et en fait, je comprenais pas réellement ce qui dysfonctionnait. J'étais conscient de plein de choses, notamment de ma dépendance affective, de mes blessures, de mon attachement désorganisé, par exemple. Mais il y a des choses que je comprenais pas et du coup, j'avais pas les solutions. Hem Et c'est vrai que je m'attachais assez facilement, OK. voilà, mais en même temps, j'avais du mal à faire durer la relation sur quelque chose de durable, sur quelque chose hem, heu, de bienveillant, sur quelque chose qui se construit dans le temps. C'était quoi pour toi les raisons de ça? C'est genre tu fuyais? C'est quoi le David dépendant affectif, c'était quoi son comportement, du coup? Qui fait Ah, qu'il était dépendant, mais il n'arrivait pas à faire durer une relation? ouais. Alors, bon, du coup, je parle de moi forcément, Ouais, bah, mais oui. c'est, si tu veux, bon, moi, j'avais un style d'attachement désorganisé, pour ceux qui connaissent. Donc il y a les styles d'attachement évitant, les styles d'attachement anxieux. Moi, c'était désorganisé. C'est-à-dire que j'étais très dans, une forme de fusion. Je recherchais vite l'attachement et la relation avec une recherche d'intensité, et une espèce de recherche de fusion, à travers le partenaire. Mais à la fois, j'avais parfois un style évitant, c'est-à-dire que je me désengageais de la relation. Alors je me désengageais pas forcément par une rupture, je me désengageais émotionnellement et affectivement. Donc je m'occupais de ma propre vie, de mon boulot, de mes amis, de mes loisirs, mais j'étais plus engagé dans la relation. Voilà. Et donc en fait, j'étais très ambivalent dans la OK. relation et du coup, bah, ça amène des relations, c'est les montagnes russes, quoi. Ouais. Franchement, faire une relation avec quelqu'un d'ambivalent, franchement, je plains mes ex de l'époque parce que franchement, je leur ai donné du fil à retordre, vraiment. OK. Bon, après, tu là,
enfin, tu en es là aujourd'hui, donc C'est ça, c'est il fallait ça, ouais, passer ouais, par ouais. ça. OK, aujourd'hui, tu as une femme, tu as un enfant, tu as un deuxième enfant qui vient de naître. C'est qui le David d'aujourd'hui qui a appris de toutes tes relations, de tout ton passage dépendant affectif et cetera? Bah, écoute, vraiment, je dirais déjà que je rends grâce, vraiment, je suis reconnaissant pour mon parcours. Heu, il a été difficile, il y a eu de la souffrance, il y a eu vraiment des échecs. J'ai dû, parfois repartir à zéro, me relever, mais je rends grâce parce que, je serais pas l'homme que je suis aujourd'hui si j'avais pas vécu tous ces échecs-là. OK. Je pense qu'aujourd'hui, ben, voilà, j'ai la quarantaine. On dit que la quarantaine, voilà, il y a la maturité qui vient avec. C'est vrai que je commence à être beaucoup plus en paix avec moi, beaucoup plus au clair avec moi sur ce que je veux, sur ce que je veux pas. Je suis clair sur mes valeurs. J'ai choisi une femme que j'aime, avec qui j'ai un vrai projet commun. Notre relation est basée sur un engagement véritable. C'est quelqu'un qui est responsable, qui est bienveillant. Hem et donc si tu veux, oui, aujourd'hui, moi, je suis vraiment aligné avec ce que je vis. OK. Donc comme tu disais, bah, voilà, j'ai 2 enfants en bas âge avec ma femme. J'ai aussi une adolescente de 16 ans, donc j'ai 3 Ah oui. enfants. Heu, donc et aujourd'hui, oui, je suis beaucoup plus apaisé par rapport Ouais, à mes posé, apaisé. relations, beaucoup plus posé et heu et puis j'arrive beaucoup plus aussi à construire à partir de la réalité qui m'est donnée. OK. C'est quoi la relation que tu vis avec ta femme aujourd'hui? Le type de relation? C'est une bonne question. On est très complices avec ma femme. On partage beaucoup de choses ensemble. Déjà, on a cette même passion pour l'accompagnement, pour le coaching, pour la thérapie et notamment, ben, on est dans le même domaine, c'est-à-dire les relations amoureuses, puisque ma femme et moi, on fait le même job, hein. On est tous les 2 coachs en relations amoureuses et donc on est 2 passionnés OK. par ça. On est aussi passionnés de spiritualité, donc on a aussi beaucoup de discussions, existentielles sur le sens, qu'on veut donner à notre vie, ce qu'on veut laisser sur terre et tout ça. Heu, on a une valeur famille qui est très, très, très forte, OK. heu et elle comme moi, comme on a quand même pas mal galéré avant, on rend grâce, on a beaucoup de gratitude aujourd'hui de ce qui nous est donné de vivre. Ouais. Donc ouais, on est Donc vraiment, on peut dire au final que, genre, la relation que tu as avec ta femme, la relation que ta femme a avec toi et la relation que vous avez ensemble, nourrit, on va dire, tout ton quotidien aujourd'hui, que ce soit, personnel, professionnel, spirituel, enfin absolument tout. Ça vous tire tous les 2, enfin je veux dire c'est sain et ça vous tire vers le haut, à ouais. 100 quoi. Alors je dirais que pour moi, la famille, c'est mon pilier. Ouais. Mon couple et ma famille, c'est vraiment mon pilier. Ça fait partie de vraiment des valeurs les plus fortes chez moi. C'est pour ça que je fais ce job d'ailleurs aussi. Parce que pour moi, d- dans ma carte du monde, je dirais, pour moi, le couple, la famille, c'est quelque chose qui est vraiment qui est prioritaire et qui transcende tout le reste. Moi, c'est ce qui me donne la force, là, depuis que je suis redevenu papa. Ça me donne une motivation, une force de faire des choses qui, probablement, que si j'étais pas papa, je ne le ferais pas. OK. C'est-à-dire que voilà, ça vient vraiment, et c'est vrai qu'avec ma femme, on partage le même boulot, ben, on fait beaucoup de choses ensemble professionnellement. Mais en fait, je dis professionnellement, mais en fait, c'est juste une passion, c'est une vocation, donc j'ai même pas l'impression que c'est du Ouais. professionnel et donc voilà. OK, trop bien. Est-ce que tu penses que c'est, l'individu qui fait le bonheur? Ou est-ce que tu penses que c'est le couple qui fait le bonheur? Très bonne question. Je alors, je vois une erreur et je l'ai souvent commise cette erreur, c'est que on peut pas être bien en couple si on n'est pas bien avec soi. Ça, c'est clair. Donc il faut déjà apprendre quand même à être bien avec soi et moi, il y a vraiment j'ai des piliers dans mon accompagnement, mais pour moi, la connaissance de soi, c'est quelque chose qui est fondamental. C'est-à-dire, je peux pas être bien avec l'autre si je ne me connais pas moi-même. Mmh mh. Si je sais pas quels sont mes besoins, si je connais pas mes blessures, si je connais pas mes fragilités, si je connais pas mes limites, ça va être difficile de me positionner avec l'autre. Et d'ailleurs, je risque beaucoup en fait, de projeter sur l'autre des choses qui m'appartiennent, mais que j'ai pas encore pris conscience. Donc, pour moi, c'est important que l'individu soit quand même bien, heu, dans ses basques, notamment aussi qu'il s'accepte tel qu'il est. Voilà, on est tous dans un chemin d'évolution personnelle dans notre vie, mais c'est important d'être bien avec soi, de s'accepter tel qu'on est, malgré nos casseroles, malgré nos Ouais. blessures, malgré nos limites, voilà. Ensuite, oui, je pense que pour moi, le couple, c'est une magnifique opportunité de croissance. Pour moi, je le dis comme ça, le couple, c'est la plus grosse thérapie qu'on peut faire sur soi parce qu'on a un miroir tous les jours. On a une personne qui nous sort de nous-mêmes, qui nous décentre de nous-mêmes et du coup, bah, justement, ça nous pousse à révéler le meilleur de nous-mêmes et et de vraiment développer, si tu veux, nos capacités, de développer nos talents et de mettre nos valeurs au service du couple, au service, d'une Ouais. relation. Tu penses que tu dis le couple c'est un miroir. Tu penses que tout ce qui m'énerve
dans mon couple, entre guillemets, ou par rapport à la personne en face, c'est en fait ce que j'ai moi à travailler ou rien à voir? Alors, il y en a qui disent ça comme ça. OK. Euh, euh, alors, peut-être pas à 100%. C'est-à-dire que, par exemple, tu vois, si on a des fonctionnements différents, que par exemple, moi, je suis très ponctuel et ma femme est toujours en retard, bien sûr que ça va m'énerver. Maintenant, est-ce que c'est pour autant que moi, je ne devrais pas avoir ce fonctionnement-là? Peut-être pas. Par contre, il y a une tentation qui est grande dans le couple, c'est de vouloir changer l'autre. Ça, c'est vraiment une tentation énorme. Et là, par contre, je crois que le véritable travail, c'est comment moi, je peux accepter l'autre tel qu'il est, dans sa Ouais. différence, sans lui reprocher ou sans lui demander de changer. Donc là, oui, pour le coup, c'est l'autre me renvoie des choses et il faut quand même que je travaille sur ce que ça me fait vivre pour pas avoir à lui demander finalement de toujours s'adapter à nous et ce qu'on attend de lui. Ouais. C'est quoi quand tu essayes de changer l'autre, c'est quoi les conséquences ou les ordres de conséquences généralement qui arrivent? Parce que c'est jamais trop bon, hein. Ouais, alors, ouais, ouais, c'est jamais bon du tout. J'ai beaucoup essayé de faire ça par le passé, j'en étais pas conscient, je le dis, ouvertement. Hem, En fait, ça va amener inévitablement des jeux de pouvoir, en fait. Sans dire qu'on est un grand manipulateur. À partir du moment où notre intention, c'est d'agir sur l'autre et d'avoir une intention pour que l'autre change quelque chose, heu ça va amener des jeux de pouvoir, inévitablement et ça va générer, voilà, des conflits, l'autre, il risque de se défendre. C'est là où c'est important, et ça, c'est ce que je prône dans mon accompagnement, c'est une approche bienveillante. La bienveillance, ça passe par formuler des demandes. Mmh. Mais les demandes, c'est pas des exigences. Voilà, c'est-à-dire qu'on va dire ce qu'on aimerait, comme ça, on exprime à l'autre, on lui fait connaître ce qu'on veut, mais l'autre est libre de dire oui ou il est libre de dire non. Mmh. Ou il est libre d'y répondre, mais dans le temps. Mmh. Voilà, donc ça, pour moi, savoir aussi avec la maturité du couple, de pas chercher à transformer l'autre, mais de l'accepter tel qu'il est. Et pour moi, dans l'amour, il y a la notion de respect et de tolérance. Pour moi, ce sont des valeurs très fortes. On ne peut pas aimer si on n'est pas respectueux de la différence de l'autre et si on ne tolère pas ce qu'il est dans sa différence. Ouais, complètement. Donc pour moi, c'est aussi, dans le chemin du couple, c'est une croissance vers l'amour véritable. Voilà, je pense que le couple, plus on chemine dans le couple, dans le durable, et plus on expérimente une qualité d'amour, et plus on apprend à accepter l'autre, à l'aimer pour ce qu'il est, malgré ses pauvretés, malgré ses défauts, malgré ses limites, malgré ses imperfections, malgré ses maladresses. Là, je pense qu'on est dans un amour, en tout cas, qui pour moi, est vraiment OK, beau et grand. trop bien, trop bien. Hem, Ton parcours t'a amené coach, ton parcours t'a amené à accompagner des gens. C'est quoi le type de personnes que tu accompagnes aujourd'hui? Alors, j'ai plusieurs profils différents. Alors, peut-être que la majorité des personnes que j'accompagne, ce sont des célibataires de longue date. Heu, alors, quand je dis célibataires de longue date, c'est des personnes qui n'ont pas vécu en couple, qui connaissent pas le couple. Habiter avec une personne, 0. Genre, 0. Ce qu'ils ont connu, c'est des relations qui durent, quelques mois à une année, peut-être une année et demie. Mais voilà, des personnes qui ont facilement entre 30 et 40 ans, qui ont beaucoup développé leur vie professionnelle, qui se sont, pas mal développés dans plein de domaines de leur vie, qui ont des vies très riches, des boulots très intéressants, qui ont beaucoup voyagé, qui ont beaucoup évolué. Mais dans ce domaine-là, vraiment, il y a une inexpérience totale. c'est le chaos. Ouais, alors le chaos, je sais pas, mais en tout cas, ils connaissent très peu le couple et c'est là où l'accompagnement les aide beaucoup parce que du coup, je leur transmets vraiment des clés qui va vraiment les aider à, à essayer de construire le couple à partir de ce qu'est le couple véritablement et pas du fantasme ou de l'idéal qui s'en font. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, on est quand même pas mal matraqué par, tu sais, les films hollywoodiens par rapport à tout ça et parfois on peut se faire des représentations complètement erronées de ce qu'est le couple et donc forcément, on est toujours déçu de ce qui nous est donné de vivre. Ouais, complètement, Donc complètement. ça, c'est une partie des personnes que j'ai et après j'ai aussi vraiment, une partie, ce sont des personnes, je dirais dépendantes affectives, donc qui ont cumulé des relations. Alors ce qu'elles vont dire elles, c'est que c'est jamais le bon partenaire, que c'était des relations dysfonctionnelles, voire toxiques, oui, avec des jeux de pouvoir. Donc j'ai aussi ce type de personnes-là, qui voilà, qui ont cumulé les relations, cumulé les partenaires et qui sont un peu désespérées parce qu'elles ne savent pas qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qu'il faudrait qu'elles fassent pour justement trouver la bonne personne, comment construire la relation, comment faire en sorte qu'il y ait du respect, qu'il y ait de la bienveillance. Donc voilà, c'est un petit peu les 2 grosses typologies de personnes que OK, j'accompagne. cool. Qu'est-ce qu'elles viennent chercher chez toi, du coup? Elles viennent chercher du support, du soutien, des clés, des méthodes? Enfin, quand tu parles avec ces personnes-là, Ouais. qu'est-ce qu'elles te disent directement? Alors, déjà, oui, elles viennent chercher du soutien, d'être accompagnées dans leur démarche de rencontre, parce qu'il faut savoir que c'est quand même pas facile, une démarche de rencontre. Ouais. C'est très challengeant émotionnellement.
ça suscite pas mal d'inconfort et de peur. Donc il y a déjà cette démarche de soutien. C'est d'être guidé sur le chemin, beaucoup. Puisque moi, en fait, je fais du coaching, mais beaucoup de mentoring. C'est-à-dire que vraiment, je drive beaucoup les personnes. Voilà. Je leur laisse pas trouver les réponses par elles-mêmes. Comme moi, il y a beaucoup de choses que je sais qui fonctionnent et des choses qui ne fonctionnent pas. Je leur évite de commettre des erreurs ou Ouais. de perdre du temps. Donc, je les drive. Euh, Beaucoup de clés. Donc, je transmets beaucoup d'outils, mais des outils applicables. Pas que des outils, je dirais, théoriques, mais des outils vraiment, des choses qu'elles peuvent appliquer tout de suite dans le concret de leur relation. Hem, voilà et puis aussi je dirais, bah, toute mon expertise parce que j'ai réellement une expertise. J'ai 20 ans d'expérience de relations amoureuses. Comme j'ai dit tout à l'heure, beaucoup d'échecs, mais finalement, j'ai beaucoup appris de ces échecs. Donc je leur permets aussi vraiment de gagner du temps, et d'éviter de commettre des erreurs. Donc je pense que c'est aussi ça qu'elles viennent chercher. Trop bien. Est-ce que tu pourrais citer j'aime bien dire big achievement en anglais. Tu Alors, sais, ouais, je sais que tu parles pas bien anglais. Est-ce que tu pourrais citer une grosse réussite client, tu sais, vraiment une transformation ou le parcours d'un ou d'une cliente, ouais. pour lequel tu es vraiment fier et tu dis: «Waouh, c'est dingos en fait ce qui s'est Ouais. passé». Alors franchement, j'en aurais vraiment plusieurs là qui me viennent à l'esprit. Si tu devais en choisir une. Si je dois en choisir une personne que j'ai accompagnée là, alors l'accompagnement, il s'est fini il y a quelques mois. Donc c'est une personne qui avait passé déjà plus de 10 ans dans le célibat, qui avait connu que des relations dysfonctionnelles, toxiques, vraiment avec des hommes, profil, contrôlant, manipulateurs et tout ça. Et une personne qui finalement se respectait pas dans la relation et et vraiment, qui a beaucoup souffert dans ses relations, qui était, je dirais désespérée et qui n'y croyait plus dans sa capacité à pouvoir être heureuse, qui avait aussi des relations dysfonctionnelles avec ses parents, hein. D'ailleurs, c'est intimement lié. Si on n'a pas réglé les conflits avec nos parents, faut pas s'attendre à avoir des relations saines avec notre compagnon. Ça, c'est quelque chose que je OK. dis dès le début de l'accompagnement. Je pose la question: «Dis-moi la relation que tu as avec tes parents», je te dirai où tu en es, dans ta capacité à pouvoir faire couple, très clairement. Et donc justement, on a travaillé sur l'accompagnement, déjà dans la relation à ses parents. De se faire respecter, de poser ses limites et de faire les choses parce qu'elle le décidait et pas pour faire plaisir à papa, maman. Et donc je l'ai accompagnée pendant 9 mois et ben là, j'ai eu un message il y a encore pas très longtemps. Là, elle est en couple. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'elle a débuté une relation avec, avec de la distance, géographique puisqu'elle est à Réunion et que son chéri, il est à Lyon. Donc ils OK. se voient très régulièrement, ils prennent l'avion, il va la voir à Waouh. la Réunion. Donc c'est quand même, tu vois, c'est une très belle Belle relation. c'est une belle preuve, hein. Mais vraiment, heu, même moi, j'en étais surpris de ce parcours qu'elle a fait en l'espace de 9 mois. D'ailleurs, elle a bien voulu faire un témoignage, donc j'ai un témoignage d'elle et vraiment, en l'espace de 9 mois, elle a vraiment, ajusté la relation à ses parents, vraiment. Elle a pris vraiment une posture d'adulte vis-à-vis de ses parents. Elle a su poser les limites avec son chéri dès le départ. Elle a parlé du projet. Elle s'est pas précipitée. Elle a appris à formuler des demandes claires, à dire ce qui était important pour elle, à se montrer vulnérable et je sais qu'aujourd'hui, bah, ils vivent une très, très, très belle relation et voilà, je suis très, très heureux pour elle, enfin pour eux, Ouais, voilà. trop bien. Je reprends le terme big achievement, mais cette fois pour toi. Tu te projettes dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, heu, tu veux qu'on te dise quoi de toi? Ce serait quoi genre ton goal ultime? Franchement, mon goal ultime, c'est, en fait, moi, c mon comment dire? Il y a rien qui pourrait me faire plus plaisir, heu, en fait, de savoir que les personnes, voilà, sont en couple, Ouais, mais heureuses en couple. Elles habitent ensemble, pour peu elles se sont mariées. Ceux qui sont en âge d'avoir des enfants et qui ont ce projet-là, bah, qu'ils aient des enfants et de me dire: «J'ai permis ça, j'ai contribué à ça». Donc finalement, ça serait d'avoir le maximum, alors je pourrais pas te donner de chiffres, de personnes qui se sont mariées ou qui se sont mis en couple ou qui ont eu des enfants après l'accompagnement. OK. C'est, moi, je me vois un peu comme, un serviteur inutile, un instrument au service de 2 personnes qui veulent vivre l'amour, qui n'y arrivent pas. Tu vois? Ils ont des cailloux dans la chaussure et moi, je leur permets d'enlever ces cailloux dans la chaussure et je leur permets juste de les lancer, de leur donner les clés, de leur donner la direction et moi, il y a rien qui peut me faire plus plaisir. Là, il y a, petite anecdote, il y a quelques mois de ça, j'ai reçu un mail qui m'a vraiment surpris et qui m'a fait chaud au cœur. Et ben, c'est une personne que j'avais accompagnée il y a 2 ans et demi déjà et qui m'envoie un mail, pour me dire: «Bah, David, voilà, je me suis marié, avec mon chéri
et je te remercie encore. Je me souviens de ce que tu m'avais dit. Il faut prendre sa place, Waouh. prendre sa responsabilité. Et merci, aujourd'hui, je suis marié, je suis très heureuse et j'apprends à me respecter dans la relation. Franchement, j'en ai été vraiment, vraiment touché. Et là, je me dis, bah ouais, tout ce que je fais, je sais pourquoi je le fais. Ouais, tu sais pourquoi tu le fais. Ouais, Trop bien, vraiment. trop bien. Hem, est-ce que tu penses que tout le monde est fait pour être en couple? Alors, Selon ton avis? Enfin, je veux dire, il y a alors, pas de selon ma carte du monde, oui, je pense que tout être humain, on est créé pour aimer et être aimé. Alors, et déjà, aimer, être aimé, ça se vit pas que dans le couple. mmh, Ça se vit dans la famille, avec les amis, avec tout le monde. Mais je pense qu'il y a aussi une particularité du couple, c'est vraiment vivre une qualité d'amour, une proximité émotionnelle, relationnelle. hem et en fait, donc oui, moi je pense, même si aujourd'hui, bah, c'est vrai que le célibat, c'est considéré comme un état de vie, alors que peut-être il y a 50 ans, quand on était célibataire, il y avait une ouais. anomalie. Célibataire à 22 ans, c'est une anomalie, quoi. C'était l'anomalie, il est pas marié, il a pas d'enfant, qu'est-ce qui se passe? Il a des casseroles. Aujourd'hui, et même, alors ça je critique beaucoup le dev perso, c'est-à-dire cette espèce, alors je critique pas le dev perso en soi, mais les écueils qu'on peut en avoir, cette espèce de chercher son petit bonheur personnel. Voilà, je pense que véritablement, selon moi, le bonheur a aussi à voir dans la capacité de se donner, dans la capacité de se décentrer de soi, et quoi de mieux que le couple déjà pour se décentrer de soi? Donc oui, si tu veux, moi, dans ma conviction profonde, je pense qu'on est tous appelés à ça, vraiment. Alors après, chacun est libre de décider ce qu'il veut. Moi, je vais pas porter un jugement sur un célibataire. S'il me dit qu'il est heureux et épanoui, qu'il est bien comme ça, qu'il n'aura pas de regrets à sa mort, de pas avoir vécu de couple, de pas avoir eu d'enfant, fonder une famille, c'est OK. Maintenant, il faut bien qu'il se questionne. Est-ce que vraiment il est célibataire par choix véritable, ou est-ce que c'est par évitement? Est-ce que c'est par facilité? Est-ce que c'est par manque de courage? Parce que oui, le couple, c'est clairement challengeant. Moi, je le dis à toutes les personnes que j'accompagne. Profite de ton célibat, tu avais plein de bénéfices et plein d'avantages. Même si tu crois que la solitude, c'est difficile et tout, oui, certes, parfois c'est difficile, mais le couple, c'est quand même, c'est challengeant, Ouais. c'est prenant. Le couple, c'est du faire, c'est de l'agir. Voilà, c'est pas le couple, oh, on est là, on regarde Netflix ensemble. Non, le couple, c'est au quotidien, il faut le renouveler, il faut s'engager dedans, il faut se remettre en question, il faut savoir se demander pardon, il faut accepter que l'autre, il va nous blesser. C'est ça le couple. Trop bien, trop bien. Est-ce que tu penses que les opposés s'attirent? Tu penses quoi de cette phrase? Que les opposés s'attirent. Ouais. Alors, il faudrait définir ce qu'on entend par opposé. Euh, alors, je crois qu'on a une tentation, c'est de vouloir que l'autre nous ressemble beaucoup, et soit notre semblable. Parce qu'en fait, ça fait du bien d'avoir un miroir. Voilà, quelqu'un qui fonctionnerait comme nous. Mais je pense qu'on passerait à côté finalement du couple, c'est-à-dire de la complémentarité, de l'altérité. Parce que si l'autre, il est trop identique à moi, qu'est-ce qu'il va m'apporter de différent? Ouais. Voilà. Donc, pour revenir à ta question, je pense que c'est bien d'être attiré par, alors pas quelque chose forcément d'opposé. Enfin, encore une fois, parce que l'opposé, il y a une vision, comme s'il y aurait de la dualité, tu vois, quelque chose de binaire. Mais quelqu'un qui est différent de moi, qui fonctionne pas comme moi, qui pense peut-être les choses. Alors, il faut pas qu'il soit trop différent de moi dans la vision, dans les valeurs, dans les projets, parce que sinon, ça va pas coller justement sur le projet et l'engagement. Et ça, moi, j'invite toute personne, dès le début d'une relation, à vérifier ces points-là avant même de s'attacher à la personne. Parce que ça sert à rien de s'attacher dans un couple si, en fait, on n'a pas la même vision, on n'a pas les mêmes valeurs. Voilà. Mais je pense que quand même, c'est intéressant quand l'autre est différent de nous, Mmh. parce qu'il va beaucoup nous enrichir. Par contre, ça demande cette capacité de D'ouverture. s'ouvrir à l'autre. Donc, on revient au respect, à la tolérance. Parfois, ça va venir nous gratter, hein, en nous. Ah, l'autre, il fonctionne pas comme ça. L'autre, il voit pas les choses comme moi. Oui. L'autre, il est en désaccord. Oui. Mais en fait, c'est un cadeau qu'il nous fait. Voilà. Et ça demande pour moi de l'intelligence émotionnelle, de l'intelligence relationnelle, cette capacité à écouter l'autre, à l'accueillir dans sa vérité et voir en quoi ce qui diffère de moi, en fait, m'enrichit. OK, trop cool. On va faire une série de «C'est quoi pour toi?» OK? Ok. C'est quoi pour toi l'amour? Ouf. Écoute, il nous faut une heure là. Il nous faut une En heure. 3 phrases. Trois phrases. Euh, c'est quoi pour moi l'amour? Tu peux me dire, Joker, hein, si tu veux. Non, j'ai pas envie de dire Joker parce que c'est quand même le centre de mon job. Ouais. Tout tourne autour de ça. Euh, alors, je vais le dire comme ça. J'ai envie de dire ça parce que je vois un écueil aujourd'hui moderne, c'est qu'on associe l'amour avec le sentiment amoureux. Voilà. Comme quelque chose qui est très affectif, comme quelque chose qui va apporter de la jouissance, qui fait du bien.
ça, c'est l'amour éros, tu sais, du grec. Dans la langue grecque, il y a plein de mots pour dire amour. Ça, c'est l'amour éros. C'est l'amour qui fait du bien, c'est le sentiment amoureux. Moi, je crois que l'amour, c'est vraiment un acte de volonté. Je crois que l'amour, c'est quelque chose qui engage sa responsabilité et sa liberté. Heu, L'amour, c'est veiller au bien de l'autre, c'est accueillir l'autre dans ce qu'il est, sans chercher forcément à le juger ou à le dénigrer. Heu, pour moi, dans l'amour, il y a aussi la notion de don de soi. C'est-à-dire que si c'est juste un amour passif, pour moi, l'amour, c'est du faire, c'est de l'agir. C'est pour ça que je parle de don de soi. C'est, voilà. Mais pour moi, l'amour, vraiment, ça nécessite un acte de volonté. C'est pour ça que je parle beaucoup d'engagement, parce que je ne pense pas qu'on peut vivre un amour durable si dans la relation, il n'y a pas d'engagement. Mmh. Voilà. Et donc voilà, l'amour pour moi, c'est pas que du sensible. Oui, le sensible, il a sa place. Pourquoi on est attiré plus vers cette personne que vers une autre, mais c'est beaucoup plus que ça. OK. C'est quoi pour toi une relation? Une relation, bah, Amoureuse, bien sûr. une relation amoureuse, ah, tu fais bien de spécifier. Hem, alors, il y a plein de façons de vivre des relations amoureuses. Il peut y avoir des relations amoureuses, qui cherchent juste de la passion, du éros, de l'intensité, de la jouissance. Il y a pas d'engagement. On vise pas la durée, on vise juste à être bien, à se faire du bien, mutuellement. Hem Bon, moi, je suis pas trop partisan de ces types de relations parce qu'en fait, je trouve que, en fait, on objective un peu l'autre et on se sert de l'autre quelque part. On est un peu dans la captation de ce qu'il va nous apporter, du bien qu'il va nous faire. Donc, pour moi, c'est une forme de relation de couple. Alors, je vais la juger hein, en disant ça, je vais coller une étiquette, mais euh, qui est très dans une recherche un peu de jouissance personnelle, de captation. Euh, pour moi, la relation de couple, alors après, encore une fois, est-ce que c'est un jeune couple, un couple marié, couple conjugal, couple parental? Parce que tu vois, moi aujourd'hui, Ouais. j'ai le couple conjugal avec ma femme, j'ai le couple parental avec nos enfants. Hem, Ta question, c'était quoi? C'est quoi le C'est quoi pour couple? toi une relation? Une Relation de relation couple? amoureuse? Hem, Bah, c'est 2 individus qui choisissent d'avancer ensemble dans une direction commune, dans une vision commune, dans un projet commun. Une relation qui est basée du coup sur de l'engagement, sur de la complémentarité, sur de la solidarité, heu, avec une complicité. Hem, voilà, où chacun va essayer d'apporter à l'autre, quotidiennement ce qu'il peut lui apporter. OK, c'est OK pour moi. C'est quoi pour toi la connexion? Ça veut dire quoi? Tu mets quoi comme définition dans la connexion derrière? Entre 2 individus, bien sûr. Ouais, alors on parle beaucoup de connexion, alors ça c'est tu vois, on hérite ça un peu des, tu vois, tout le côté informatique, téléphone, smartphone. Pour moi, on est des êtres humains, on est reliés, tu vois? Heu, En fait, connexion, quand j'entends: «Ouais, on a une super connexion», tout ça, déjà, pour moi, elle se situe sur plein de plans. C'est-à-dire que, déjà, il y a un énorme plan inconscient qui nous échappe. Ça, faut en être conscient. Faut en être conscient que c'est très inconscient, mais le gros de ce qui va nous attirer chez une personne, c'est le plan inconscient. Donc déjà, il faut arrêter de se raconter des histoires qu'on est maître de tout. Non, Mmh. clairement pas. Il faut être humble par rapport à ça. Mais il faut faire aussi attention que notre inconscient, parfois, nous amène pas dans une direction où nous attire vers un partenaire qui finalement ne serait pas un bon partenaire pour nous, mais tout ça parce qu'en fait, on va rejouer notre blessure. Et donc finalement, on est attiré par ce partenaire parce que ça va venir mettre en lumière, si tu veux, une blessure. Donc après, pour moi, il y a, on pourrait dire la connexion émotionnelle, c'est-à-dire cette capacité de s'ouvrir à l'autre, euh, de se montrer vrai et vulnérable de manière authentique, de pouvoir lui partager vraiment des choses qui font sens pour nous, qui ont de la valeur pour nous. Donc il y a vraiment cette notion ouais, de connexion, pour reprendre ton terme, de connexion émotionnelle. Hem, voilà un peu ce que je dirais OK. avec la connexion. C'est quoi pour toi la passion? Et je vais un peu sortir de la série du «C'est quoi pour toi?» Ouais, C'est quoi pour toi la passion? Et est-ce que tu penses que la passion dure, en l'entretenant peut-être ouais, ou autre? Ou est-ce que tu penses que la passion, c'est juste au départ et après il y a d'autres enjeux qui se mettent en place? bien sûr. C'est une très bonne question, j'en parle beaucoup dans mes accompagnements. Alors, faut définir ce qu'il y a par passion, mais si on entend la passion amoureuse, le coup de foudre, l'intensité du sentiment amoureux, ça, alors c'est pas moi qui le dis, c'est les études qui le disent. Alors il y en a qui disent ça dure 7 ans, il y en a qui disent 5 ans. Là, j'avais vu une étude il y a pas longtemps qui parlait de 2 à 3 ans, Mmh. de vraiment de l'intensité du coup de foudre. Heu, En fait, il faut être conscient de ça, que ça nous est donné en début de relation, mais qu'on ne peut pas bâtir une relation là-dessus. C'est pour ça qu'encore une fois, je reviens sur l'histoire du projet, de l'engagement, des valeurs communes,
Parce que si on mise toute sa relation sur cette fameuse passion, sur ce coup de foudre, heu, en fait, on a construit sur du sable. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que le jour où on ressent plus cette passion, on se lève le matin et on ne ressent plus ce sentiment amoureux, d'accord? On se dit quoi? On se dit: «J'aime plus l'autre» et en fait, on remet en question la relation, l'engagement et ça, c'est ce qui est très fréquent aujourd'hui, hein. Quand on demande au couple: «Pourquoi vous séparez?» «On s'aime plus». Mais encore une fois, ça vient questionner de quel amour on parle. Mmh. On parle de l'amour du sentiment amoureux ou on parle de l'engagement que vous avez réciproque l'un à l'égard de l'autre? Et souvent aussi, c'est un manque de projet commun. Parce que, par rapport à ta question, c'est que la passion amoureuse, elle va se dissiper au fil du temps. Alors, l'amour, ça s'entretient. Pour ça, il y a les langages de l'amour, il y a les signes de reconnaissance, de continuer. Alors, il faut connaître les langages de l'amour de son partenaire, c'est très important. Si c'est les paroles valorisantes, ben, il faut quotidiennement faire un effort, s'efforcer, mettre de l'attention, de lui faire des paroles valorisantes, de lui dire qu'on est content d'être avec cette personne, de lui dire merci. Si c'est des temps de qualité, ben, il faut passer des temps de qualité. Ça veut dire qu'il faut signifier à l'autre qu'on l'aime par ces langages de l'amour et c'est ça qui va continuer à entretenir le fait que l'autre se Mmh. sent aimé. Mais pour moi, on n'est plus dans cette notion de passion intense du sentiment amoureux, mais ça va être des actes concrets qui vont signifier à l'autre, ben oui, tu as du prix à mes yeux, tu comptes pour moi aujourd'hui et j'essaie de veiller à ton bien et c'est important pour moi de me soucier de ton épanouissement. Trop bien, trop, trop bien. Partons sur, clarifier son projet de couple. On a quand même pas mal parlé de toi. Yes. Hem, le 1er pilier, toi de ton côté dans et on l'a resitué ensemble, le premier pilier de tout ce que tu fais, c'est Ouais, pas dans les stratégies de rencontre, dans comment rencontrer X, Y, se connaître et tout machin. C'est vraiment genre dans clarifier son projet de couple. Clarifier ton projet de couple, tu en as parlé juste avant. ouais. C'est quoi pour toi un projet de couple? C'est quoi pour toi un projet de enfin oui, un projet de couple? En fait, je mets le mot projet, alors des fois les gens ça les heurte, ça les choque, ils disent: «Oui, mais quand même le couple, c'est pas un projet, comme si, on allait cocher des cases et signer un contrat et que ça y est». Non, on peut parler d'objectifs. En fait, c'est d'avoir des objectifs, c'est d'avoir une vision, mais faut pas s'étonner qu'on n'est pas bien avec l'autre ou qu'on rencontre des partenaires qui nous correspondent pas si on ne sait pas ce qu'on veut. Donc pour moi, le projet de couple, c'est, alors déjà il y a la vision, c'est-à-dire pourquoi je veux être en couple. Voilà, le pourquoi je veux être en couple, c'est-à-dire qu'est-ce qui me motive à vouloir être en couple? Est-ce que c'est, pour être heureux, pour être épanoui, pour donner un sens à ma vie? Est-ce que c'est pour me réaliser? Est-ce que c'est pour pouvoir aimer? Voilà, donc pour moi, c'est important d'aller vraiment questionner déjà la vision du pourquoi du couple OK. et ensuite, pour revenir à ta question sur le projet, c'est précisément si je suis avec un partenaire, j'ai envie de faire quoi et de partager quoi avec? Voilà, à court, moyen et long terme. Dire juste: «J'ai envie de passer des bons moments», tu te doutes bien que c'est très limite comme vision. Passer des bons moments, OK, on va faire des restos, on va faire des ciné, on va faire des sorties, on va partager des activités et après. Voilà, par contre de dire: «Ben, voilà, moi, par exemple, je veux m'engager, je veux me marier, je veux avoir des enfants, je veux voyager, je veux faire le tour du monde, je veux faire, de l'humanitaire». Voilà, c'est d'avoir, en fait, ces projets-là, hem, donc pour moi, c'est vraiment ça qui, ce que j'entends par projet. OK. Si le projet de couple de base n'est pas clair, c'est quoi les doutes que ça amène? En fait, mais ça, c'est le propre du coaching. Si un objectif est pas clairement défini, voilà, c'est le propre du coaching, on ne sait pas où on va. Même un coach peut pas accompagner une personne si elle sait pas où elle veut aller. Donc moi, c'est pour ça que c'est la première chose que je dois faire avec la personne et je me rends compte, dans 90 des cas, les gens ne sont pas clairs sur ce qu'ils veulent. Ils pensent l'être, mais ils le sont pas suffisamment. Quand je leur pose la question: «OK, si tu rencontres un partenaire, est-ce que tu es prêt à déménager?» Est-ce que si tu dois déménager, faire 400 bornes ou 800 bornes, quitter ta ville, natale, là où tu es né ou là où tu es établi depuis 10 ans, est-ce que tu es prêt à le faire? «Ah, je sais pas». Ben, il faudrait peut-être que tu saches. Parce que si tu rencontres une personne qui est à 800 kilomètres de chez toi et que cette personne ne pourra pas bouger, est-ce que tu commences à t'engager dans cette relation ou pas? Voilà, donc j'ai oublié ta question. C'est quoi les doutes que ça amène? Les doutes que ça amène? Ouais. Ben, en fait, c'est de pas savoir, c'est-à-dire le risque, en fait, c'est que si tu sais pas ce que tu veux, tu vas rencontrer un partenaire dans ta démarche de rencontre, mais en fait, toi déjà, tu sais pas ce que tu veux. Et donc, tu vas trop te caler par rapport à l'autre, mais en même temps, ça se trouve, tu vas faire des compromissions, c'est-à-dire des choses qui sont pas du tout alignées avec toi. Et du coup, tu vas avoir l'impression que c'est pas juste pour toi, que tu te respectes pas, que l'autre te respecte pas, et tu risques de te perdre. Voilà. Ou tu risques de te mettre avec une personne, donc de t'attacher avec une personne,
d'accord? De faire couple avec cette personne, mais c'est sûr qu'à un moment donné, vous allez être dans une impasse. En fait, très clairement, je vais donner un exemple très simple. S'il y en a un qui veut des enfants et l'autre, il en veut pas. Mais ils en parlent pas au départ. Ils se mettent ensemble pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Et puis à un moment donné, il y en a un de façon viscérale, il dit: «Non, mais moi maintenant, je veux des gosses». «Ah non, mais moi, j'en veux pas». Problème. On est dans une impasse. Donc c'est pour ça que pour moi, le projet, en fait, c'est important de voir s'il y a une compatibilité de projet. Ça ne veut pas dire qu'il faut cocher toutes les cases. C'est pas ça que je dis parce que souvent c'est mal compris quand j'explique ça. C'est juste pour moi, ça c'est aborder la relation avec maturité. Mmh. Vraiment, selon moi, ça c'est de la maturité affective. C'est-à-dire qu'on mise pas tout sur le sentiment amoureux. C'est OK, si on se met ensemble, on fait quoi ensemble? Tu veux faire quoi? T'aspires à quoi? Et moi, j'aspire à quoi? Et est-ce que c'est compatible ou pas? Si c'est compatible, c'est OK. Du moment où il n'y a pas de critères rédhibitoires, on peut se lancer dans la relation et voir et poursuivre ensemble. Mmh. Maintenant, s'il y a des éléments rédhibitoires, moi, c'est le conseil que je donne. Maintenant, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Ne t'attache même pas à la personne parce que tu vas souffrir. Ça veut dire qu'à un moment donné, la relation, vous allez arriver dans une impasse. Ouais. Voilà. D'où l'importance de le clarifier avant. Ouais, Avant une relation, ouais, avant de s'engager, avant d'y aller, «tête baissée» quoi, entre guillemets. clairement. Et de faire clarifier à l'autre. Ouais. Parce que moi, ça, c'est vraiment quelque chose que je préconise. C'est-à-dire, OK, tu as rencontré cet homme ou cette femme, très bien. Vous êtes vus 3, 4, 5, 6 fois. OK, il veut quoi, lui? Parce que est-ce qu'il cherche juste un plan d'un soir? Est-ce qu'il cherche du durable? Est-ce qu'il est en mode: «Ah ben moi j'ai eu une vie avant, j'étais marié, j'ai eu des gosses, j'ai plus envie de me prendre la tête». Oui, mais toi c'est peut-être pas ça que tu as envie de vivre. Voilà, donc ça pour moi c'est important de signifier à l'autre ce qu'on veut vivre et de demander à l'autre: «OK, et toi qu'est-ce que tu aspires à vivre? C'est quoi ton projet? C'est qu'est-ce que tu veux?» Mmh. Voilà, donc ça pour moi, c'est quelque chose que à tous mes coachés, je leur dis: «OK, vérifie avec l'autre qu'est-ce qu'il veut. Ouais. Fais-lui dire, verbaliser qu'est-ce qu'il veut vraiment». Ouais, trop bien. Tu as cité tout à l'heure l'exemple du déménagement. Ouais, Tu sais, exemple, le gars est bloqué, enfin, ou le gars ou la femme, on ouais. s'en fout, mais l'un est bloqué en haut, il peut pas bouger, rien du tout. Est-ce que toi, tu es prêt à déménager Ouais. ou what? Tu d'autres exemples comme ça? Genre déménagement, c'est quoi les si tu devais, en fait, faire un résumé de 4, 5 points Ouais. sur lesquels, Alors, sur les sujets sur lesquels se poser, bah, ce serait quoi? alors clairement, lieu d'habitation, pour moi, c'est important. Se questionner sur la spiritualité. Moi, j'accompagne beaucoup de personnes qui sont chrétiennes. Est-ce que c'est OK si la personne, elle est athée? Est-ce que c'est OK si elle est bouddhiste? Est-ce que c'est OK s'il est juif ou musulman? Voilà. Est-ce que parce que après, ça pose des questions sur l'éducation des enfants. C'est-à-dire que si je suis chrétien et que je veux que mes enfants, soient baptisés, aillent au catéchisme, qu'on aille à la messe en famille ensemble, mais que mon compagnon, bah, c'est pas sa spiritualité, est-ce que c'est OK pour moi? Donc pour moi, il peut y avoir la spiritualité qui peut être vraiment un élément bloquant, véritablement. Il peut y avoir le lieu d'habitation. Heu, après, il peut y avoir des questions comme l'argent, la sexualité. Par exemple, pour moi, c'est bien aussi de prendre un engagement sur une exclusivité sexuelle. Parce que oui, on part du principe qu'on va être fidèle. Je pars du principe des personnes qui veulent être dans un engagement d'exclusivité sexuelle. Mais c'est important de se le signifier, de dire: «Moi, je suis pas polyamour». Voilà. Mmh. Est-ce que toi, tu es polyamour? Est-ce que toi, tu as envie Ouais, d'avoir des partenaires? alors que généralement, on le prend pour acquis, mais c'est jamais trop clarifié. Moi, je dis tout ce qui n'est pas dit, c'est supposé, c'est présupposé. Moi, je dis même, c'est un conseil que je donne, moi je l'ai fait avec ma femme. À l'époque, ça se faisait beaucoup, c'est les contrats de mariage, les engagements, les chartes de mariage. Moi, je trouve que c'est bien quand c'est écrit, parce que les écrits, ça reste. On peut revenir dessus 3 ans après, 5 ans après, 10 ans après. Voilà ce à quoi je me suis engagé à ton égard, voilà ce à quoi tu t'es engagé. C'est pas parce que je me suis engagé et qu'à un moment donné, je respecte pas très bien mon engagement qu'il faut tout de suite pointer du doigt, mais on peut revenir à ça. Mmh. Voilà. Ouais, tu t'es engagé à ça, je me suis engagé à ça. Donc oui, il y a ça, il y a pour moi, il y a la question de l'argent. Comment on gère l'argent? Égalité, équité, est-ce qu'on met tout en commun? Il y en a un qui gagne 10 000 €, l'autre 3 000. Est-ce qu'on met, de façon équitable? Est-ce qu'on met de façon, égalitaire? Donc pour moi, parce que l'argent, c'est quelque chose qui peut amener beaucoup, beaucoup de conflits, de blessures et de problématiques dans un couple. Hem voilà, après l'éducation des enfants. Enfin, déjà le désir d'enfant, ça c'est clairement, c'est Ouais. hyper important. Heu, voilà, pareil, il y a des personnes pour qui le mariage c'est hyper important. Bah oui, mais si l'autre il veut pas se marier à l'église, mais que pour toi c'est hyper important par rapport à ta spiritualité, bah, ça peut être vraiment quelque chose de bloquant. Mmh. Donc c'est beaucoup plus facile d'en parler quand on n'est pas encore ensemble, de façon libre, tu vois? Que de se mettre avec une personne et puis de se prendre la tête pendant 6 mois sur cette question-là parce qu'on l'a pas abordée avant. En fait, plus on exprime les choses clairement en début de relation, plus on pose des fondations claires,
ça évite toute forme de malentendu et de reproche qu'on va faire à l'autre, tu vois? Donc, Trop bien. et Heu, juste petite anecdote au Vas-y. passage, petite anecdote personnelle, moi j'ai rencontré ma femme sur un site de rencontre, donc un site avec lequel on est d'ailleurs partenaire avec ma femme et on intervient très, très souvent sur ce site. On anime même des sessions célibataires, en présentiel, on fait des week-ends célibataires, des sessions célibataires. Quand j'ai rencontré ma femme, elle habitait Paris et moi j'habitais Montpellier. Voilà, donc on avait 800 bornes d'écart et moi, comme, j'ai dit tout à l'heure, j'ai une fille de 16 ans, donc moi je savais que par rapport à la garde, j'étais pas prêt à partir, vivre à Paris. Il en était hors de question parce que pour moi, ma fille, j'ai dit tout à l'heure que la famille, c'est sacré. Il était hors de question que je vois pas ma fille un week-end sur 2 à minimum et être à Paris, non, c'était clairement pas. Et ben, dès le départ, avant même, de monter voir ma femme à Paris, j'ai juste posé la question, hem si ça marche entre nous, si jamais ça marche entre nous, si vraiment, voilà, la relation fonctionne, est-ce que toi, c'est OK que tu descendes dans le sud? Parce que moi, je pourrais pas monter à Paris. Voilà et elle m'a dit: «C'est OK» et ben ça, tu vois, ça m'a mis un feu vert parce que Ouais. par contre, si elle me disait: «Non, moi, je reste à Paris pour X raisons» et c'était OK, et ben, je serais même pas monté la voir. Parce que quand bien même ça aurait été la femme et c'est la femme la plus exceptionnelle du monde pour moi, ça servait à rien, en fait, d'aller la rencontrer. Ça servait à rien de m'attacher à elle et de commencer à construire un couple pour au final, ça aurait vite touché ses limites le jour où on aurait parlé d'habiter ensemble. Mmh. Ouais, Donc, je comprends. Trop bien. Tu réponds quoi à une personne qui sait pas trop? Parce que je pense que tu as pas mal. Des personnes qui savent pas trop ce qu'elles veulent. ouais, Tu sais, genre, tu poses une question, bah, je sais pas, ou tu poses une autre question, bah, je sais ouais. pas. Bah, moi, alors dans mon accompagnement, je les aide à faire tout ça, hein. Tu les aides à faire le chemin. Je les aide à faire le chemin. J'ai des questionnaires, j'ai des vidéos on a fait tout un atelier avec ma femme, pendant 4 heures. Donc, sur vraiment la nécessité du projet de couple, en quoi c'est important, comment clarifier son projet de couple, par rapport à quoi? Par rapport à ses valeurs, par rapport à ses besoins, par rapport à ses aspirations. Donc ça, c'est le premier travail qu'on fait de toute façon dans l'accompagnement, avant même de se mettre dans la stratégie de la rencontre. C'est avant tout, qu'est-ce que tu veux? Où tu veux aller? Ouais. Voilà et ça vraiment je les aide. Il y a même, j'ai tout un questionnaire, un tableau avec les critères fondamentaux à structurer, les critères qui seraient rédhibitoires. Est-ce qu'une personne avec un enfant, ça peut être rédhibitoire? Est-ce qu'une personne qui a été mariée à l'église, c'est rédhibitoire pour toi si tu veux te marier aussi à l'église? Voilà, donc toutes ces questions-là pour justement mettre le maximum de clarté sur: «OK, ben voilà, je sais ce que je recherche en tant que personne, en termes de valeurs chez la personne et tout ça, mais je sais ce que je recherche aussi en termes de projet de couple, projet de vie». Mmh. OK, trop bien. Hem, le but quand même, c'est d'aller vers la rencontre, rencontrer quelqu'un et cetera. Ouais. Pour ça quand même, tu sais, tu le disais, c'est pas facile, il faut quand même une certaine confiance. Est-ce que tu penses que clarifier son projet de couple, c'est aussi genre se donner confiance, augmenter sa confiance et donc bah, ça en découle durant la suite, tu sais, ça augmente ton attraction, ça Mmh. augmente ta confiance, ça augmente ta sérénité. Est-ce que tu penses que c'est vrai ça? Heu, disons que je pense que ça y contribue. Après ça, on le travaille beaucoup dans la deuxième étape du programme, dans le Ouais, deuxième bien. pilier. Mais déjà, oui, parce que déjà, si tu es plus clair avec toi, heu, déjà, c'est plus facile, comment dire? C'est plus facile de savoir qu'on a trouvé quelque chose qu'on cherche si on sait ce qu'on cherche. Mmh. Voilà, c'est un peu, moi je prends toujours l'exemple du GPS dans la voiture. Si tu mets la bonne direction précise au GPS avant de monter dans la voiture, quand tu vas partir en voiture, tu sais précisément où tu vas aller. Voilà, et ben c'est en ça que ça aide, c'est que ça donne en fait une direction, ça met vraiment un focus. Et donc oui, ça donne confiance parce que notre cerveau, il a besoin de savoir où on veut aller. Et qu'en fait, si on y met que du flou, le cerveau, en fait, il sait pas. Et du coup, on va être trop guidé par, pour le coup, les émotions, par l'affect, par le sensible, et pas assez par la raison, par la conscience et l'intelligence. Donc oui, ça donne, ça donne, oui, confiance de dire: «Bon, ça y est, déjà, j'ai bien réfléchi à mon projet, je sais pourquoi je veux mon projet, je sais ce que j'aspire, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas». Ouais, ça fait déjà du bien parce que ça on s'aligne vraiment avec soi. Ouais. Parce que, pour moi, déjà, clarifier son projet, c'est un vrai travail d'introspection, pour moi. Mais vraiment, il y a des personnes, c'est un vrai travail, hein, de: «Mais qu'est-ce que je veux vraiment?» Parce qu'en fait, peut-être elles se demandent pas ce qu'elles veulent vraiment, ou peut-être qu'elles ont tellement de croyances limitantes qu'elles s'empêchent de se demander ou de rêver à ce qu'elles voudraient vraiment. En disant: «C'est pas possible pour moi, j'y crois pas, je peux pas espérer ça». Mais pourquoi? Pourquoi tu te mets ces Ouais. limites-là? Donc oui. Après, c'est vraiment, on travaille beaucoup ça sur le 2e pilier de mon OK. programme.
c'est vraiment là où on travaille Ve ça le plus. venons-en d'ailleurs, se Ouais, préparer à la rencontre, parce qu'à un moment, il faut bien rencontrer quelqu'un, quoi. ouais. C'est pourquoi pourquoi il faut se pourquoi pour toi c'est crucial de se préparer à la rencontre? Pourquoi t'es pas en mode, «C'est bon, je sais ce que je veux, let's go, en avant», quoi? Alors, crucial de se préparer. Et ça veut dire quoi pour toi? Ça veut dire quoi pour toi se préparer à la rencontre? Ouais. Heu, alors juste, petit, postulat de départ, c'est que moi, les gens que j'accompagne, c'est des gens qui ont des difficultés. Voilà, clairement. Parce que quelqu'un qui a pas de difficulté, peut-être qu'il est déjà très clair sur ce qu'il veut, mais du coup, il y arrive. Et peut-être qu'il est déjà en couple, donc il a pas besoin de mon aide, de mon accompagnement. Ouais. Moi, les personnes qui viennent me voir ont des difficultés, heu, qui sont différentes. Alors, il y en a qui sont souvent les mêmes, mais elles ont des difficultés. Heu, c'est important d'être clair avec soi, c'est important d'être aligné avec soi. C'est hyper important, heu, d'être aligné avec tes valeurs. C'est hyper important. Heu Tu sais, sur la séduction, alors je me prononce pas souvent sur la séduction et je critique beaucoup de choses que j'entends sur la séduction. Pourquoi? Parce que, et ça va te plaire ce que je vais dire, moi je suis beaucoup plus sur les principes que les techniques. Voilà, et aujourd'hui, on voit la séduction comme des techniques. Tu pas le message, tu le message, tu attends 2 heures, il y en a qui sont même experts dans, comment, être coach sur Tinder. Alors je critique pas, ça aide des personnes, OK. Bon, moi, c'est pas ma tasse de thé. Par contre, il faut comprendre les grands principes de la séduction. C'est quoi les grands principes? C'est la capacité de se révéler à l'autre, de lui montrer qui est-ce qu'on est. Mais si au préalable, on n'est pas aligné avec soi et on ne sait pas qui on est, parce qu'on ne se connaît pas, ou qu'on n'ose pas montrer nos vulnérabilités, ou qu'on n'ose pas montrer nos limites ou nos fragilités, ou qu'on n'assume pas nos défauts, ça va être difficile la démarche de la rencontre et ça va être difficile d'être attirant, alors que justement, en fait, on est très attirant quand on est soi. Mmh mh. Oui, il y a des personnes qui vont pas aimer la personne qu'on est et c'est OK. Donc ça fait vite du tri. Par contre, ce qui compte, c'est qu'on est une personne qui s'intéresse à ce que nous sommes véritablement. Et donc, c'est pour ça que c'est important de se préparer, c'est-à-dire de s'aligner avec soi. Qui je suis? C'est quoi mon identité? C'est quoi ma spiritualité? Qu'est-ce qui fait sens pour moi? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime pas? Quelles sont mes valeurs? Quelles sont mes passions? Voilà, et plus on est aligné avec soi et en fait, quelque part, on va attirer une personne qui nous correspond. Mmh. C'est ça. Alors que si on n'est pas soi-même, probablement, on va un peu se travestir dans la démarche de rencontre et ça se trouve, la personne, elle va se mettre avec nous, mais pas pour qui nous sommes, mais pour ce qu'on va montrer de nous. Et c'est là où cette erreur, je la vois quand même souvent, parce que quand on n'a pas confiance en soi, qu'on a une mauvaise estime de soi ou qu'on s'accorde peu de valeur ou qu'on est en dévalo de soi-même, bah, en fait, dès qu'on a une personne qui nous montre un peu d'intérêt, presque on serait prêt à tout de suite se lancer, heu, alors que c'est pas forcément la bonne personne pour nous. Ouais. D'où le fait de clarifier son projet avant, de se préparer un minimum et Ouais, de poser les bases, quoi. Enfin, clairement. on y reviendra. Clairement, Ouais. c'est vraiment pour moi d'être, si on veut vivre une relation vraiment épanouissante, bienveillante, qui nous fait grandir, qui nous enrichit, il faut déjà qu'on soit bien avec soi. Un OK. minimum. Alors quand je dis bien avec soi, attention, parce que pareil, tous les écueils du dev perso, si on attend d'être vraiment bien, en paix, on ne le sera jamais suffisamment. Mais de s'accepter un minimum. Voilà, de s'accepter, voilà, on se regarde dans une glace et on peut quand même être content de la personne que nous sommes. Voilà, voire fier de la personne que nous sommes. Maintenant, si on se regarde dans une glace et qu'on dit, je sais pas, on n'aime pas son physique, on n'aime pas son intelligence, on n'aime pas ce qu'on est, on n'aime pas sa taille, on n'aime pas, Ouais. sa couleur de cheveux, probablement que ça va être un gros frein dans la démarche de rencontre parce que c'est ce qu'on va vraiment, véhiculer à l'autre. C'est l'image qu'on va donner, en fait, à l'autre. Mmh mh. Tout à l'heure, tu parlais de style d'attachement. Tu en as parlé pour toi. Ouais, C'est quoi les différents styles d'attachement? Parce que ça, c'est important de le savoir avant, tu ouais. vois, de comment tu réagis. Ouais, alors ça, c'est un énorme travail, un des plus gros travaux que je fais dans mes accompagnements. Heu, je fais beaucoup ce qu'on appelle de la psychoéducation, de l'éducation thérapeutique. Les gens qui viennent me voir, ils ne sont pas conscients qu'ils ont, dans 90 des cas, vraiment, un style d'attachement insécure. En fait, il y a des gens qui ont un style d'attachement sécure. Généralement, ces gens-là, ils ont pas de problème pour être en couple. Voilà, c'est à peu près 50 de la population. C'est des gens qui sont déjà en couple, qui sont mariés. Ils ont pas eu de problème au niveau affectif. Voilà, ça, c'est style d'attachement sécure et il y a les styles d'attachement insécures. Style d'attachement insécure, c'est quoi? C'est que c'est des personnes, le fait de créer une proximité relationnelle, affective avec des personnes, le fait de s'attacher à des personnes, ça les met en grande insécurité. Parce qu'en fait, ils portent une insécurité déjà en eux-mêmes. Mmh. Parce qu'en fait, ça se joue dans la relation, mais relation à l'autre, mais aussi relation à soi. Voilà, et donc ce sont des personnes où, pour eux, l'attachement et notamment la relation de couple,
quelque chose qui génère beaucoup d'anxiété, beaucoup de peur, beaucoup d'insécurité. Voilà. Donc moi, je fais rapidement, je les éduque là-dessus, je leur fais des conseils de lecture, je fais des coachings de groupe là-dessus pour qu'elles apprennent à se connaître et à se comprendre dans leur fonctionnement. Voilà. Et ça, c'est hyper important parce que, du coup, tu sais, quand tu as un style d'attachement insécure, que quand tu vas aller dans une relation, eh ben oui, ça va générer des peurs, du stress et de l'anxiété. Et c'est OK, en fait. Mmh. Il faut juste que tu dises, ça va être inconfortable. Soit tu fuis l'inconfort et du coup, tu restes célibataire, soit tu acceptes cet inconfort. Par contre, ça va être un processus de changement et d'évolution. Et comme je le dis, de toute façon, la meilleure des guérisons dans des blessures d'attachement, c'est à un moment donné de se mettre dans une relation, de s'attacher à une personne, de s'engager dans une relation durable. Et c'est là où petit à petit, on va guérir ce lien d'attachement. Mmh. Voilà. Donc pour moi, là-dessus, la relation de couple, elle est vraiment thérapeutique. Elle guérit vraiment les blessures. OK. Est-ce que les styles d'attachement, c'est lié aux différentes stratégies? Tu sais, tu parlais ou à un moment, on en avait parlé, stratégie d'évitement, stratégie de, bah, attachement. Ouais, Tu peux parler de tout ça? ouais, bien sûr. Bien sûr. Donc, Parce que je là, il y sais. a sécure, insécure. Ouais, il y a Le sécure et sécure, il a insécure pas et de problème. après il y a 3 styles d'attachement. En fait, il y a l'attachement alors moi, allez, une grosse majorité des gens que j'accompagne ont un style d'attachement évitant. Donc c'est quoi? C'est des gens qui ont une stratégie alors je vais parler au niveau de la relation de couple, mais je pourrais même parler de comment ils fonctionnent eux, de eux à eux. Mais dans le couple, ça se traduit comment? Ce sont des personnes, en fait, qui gardent une grande distance affective avec l'autre. C'est des gens qui vont pas exprimer ce qu'ils ressentent. Ils vont pas formuler de demandes, ils vont pas exprimer leurs besoins. Heu, ils vont pas se montrer vulnérables. En fait, il y aura toujours une espèce de carapace, une espèce de muraille qui sera mis entre moi et la personne. Mmh. Voilà et c'est pour ça qu'ils ont énormément de mal à faire couple parce que du coup, ils vont rencontrer une personne qui leur plaît, mais ils vont rien montrer, donc personne va s'en douter. Heu et du coup, ils sont tellement dans la peur, en fait, de s'attacher à l'autre, de souffrir, d'être trahi, parce que ça, c'est lié aussi les blessures d'attachement, c'est lié aux blessures de l'enfance. Blessures de trahison, blessures d'abandon, blessures d'humiliation, blessures d'injustice. Donc ils ont peur de revivre cette blessure, de rejouer cette blessure et donc par stratégie de protection, par mécanisme de défense, ils vont pas oser aller dans la relation. Parce que pour eux, s'attacher à l'autre, c'est courir le risque d'être rejeté, c'est voilà. Donc style d'attachement évitant, c'est vraiment j'évite OK. de créer la proximité affective. Il y a le style d'attachement anxieux. Moi, j'aime à l'appeler le fusionnel parce qu'on imagine assez bien. Pour le coup, celui-là, il a pas de problème. Celui qui se jette à cœur perdu, qui recherche tout de suite la fusion, l'intensité émotionnelle. Ça, c'est celui, en fait, c'est la caricature du dépendant affectif qui tout de suite a besoin de combler le manque à travers tout de suite une relation. Il a besoin de l'amour de l'autre, de la reconnaissance de l'autre pour avoir le sentiment d'exister. Par contre, c'est très aliénant parce que du coup, en fait, j'existe par rapport au regard de l'autre, mais j'existe pas par moi-même. Donc là, ça va vite toucher ses limites, voilà. Et ensuite, il y a, alors là, c'est 5% des styles d'attachement insécure, c'est le désorganisé, celui par lequel moi j'ai été concerné par le passé. C'est un mélange des deux. Le désorganisé, alors généralement, il a une prédominante. Moi, clairement, ma prédominante, c'était le style d'attachement anxieux, donc plutôt fusionnel. Moi, tout de suite, je me jetais dans la relation sans avoir parlé de projet ou quoi que ce soit, hein, Tête baissée, quoi. clairement. Voilà, parce que justement, c'est là où moi j'ai compris que le projet était important. Et, mais par contre, il suffit que dans la relation, par moment, il y ait des conflits, l'autre nous blesse ou l'autre nous insécurise ou quoi, ben en fait, on passe sur l'autre versant. C'est-à-dire qu'on commence à être dans une forme d'évitement et en fait, on est toujours dans la relation, mais on se désengage affectivement, émotionnellement, et en fait, on commence à être un peu dans sa grotte et on n'exprime plus à l'autre, en fait, ce qu'on veut, ce qui nous dérange et on se désinvestit. Voilà et puis quand les choses vont mieux, ben, on revient, on recherche la fusion et alors ça, c'est très compliqué quand on est avec une personne qui est désorganisée parce que c'est des gens qui sont très ambivalentes. Mmh. C'est vraiment qui soufflent le chaud et le froid et vous vivez les montagnes russes. C'est vraiment là, c'est vraiment, usant. Ça peut être lunatique presque, non? C'est, ouais, lunatique. Alors, c'est pas non plus cyclotimique au sens, d'un jour à l'autre. Ouais. Tu vois? C'est plus des phases. Mais voilà, il va y avoir des phases où ça va plus ou moins bien, tant qu'il y a pas eu de conflit, tant qu'il y a pas eu de gros désaccords. Mais dès qu'il y a quelque chose qui est à un moment donné, intense émotionnellement ou un gros conflit, un désaccord, ben voilà, tout de suite, la relation elle bascule, et donc c'est difficile en fait pour un engagement durable. OK, je comprends. Comment ça se Est-ce que tu as des exemples de clients qui
que tu pourrais citer, tu vois, de style d'attachement évitant, Ouais. anxieux, comment ça se manifeste dans leur vie? Tu sais, est-ce que tu as des exemples concrets que Ouais, eux ouais, vivent? alors, bah, déjà, très clairement, ce sont des gens qui sont coupés d'eux-mêmes. Les évitants, je parle. Les évitants, ils sont coupés de leur corporalité. Ils ne savent pas dire quels sont leurs besoins. C'est pour ça que eux clarifier le projet, c'est déjà un vrai travail. Parce qu'il faut qu'ils aillent chercher en eux-mêmes. C'est des gens qui ont appris, en fait, en tant qu'enfants, ils ont tellement souffert, ils ont tellement été dans un environnement insécure, peut-être où ils ont ressenti du danger, de l'insécurité. Ils se sont coupés de leurs émotions. Euh, mais le problème, c'est qu'en tant qu'adultes, ils sont toujours coupés, en fait, d'eux-mêmes. Ils ont coupé ce lien à eux-mêmes, cette relation à eux-mêmes. Et donc, ça se traduit par des personnes qui sont pas claires sur leurs besoins. Donc, comme ils sont pas clairs sur les besoins, ils formulent pas de demande. Donc, ils se Mmh. positionnent pas dans les relations. Ce sont des gens euh, plutôt posture de victime, parce que du coup, comme ils prennent pas pleinement leur part dans la relation, donc c'est clairement dans le triangle de Cartman, c'est plutôt posture de victime. Euh, euh, Elles se respectent pas. Elles se respectent pas dans leurs besoins. Elles ont du mal à savoir dire non parce qu'elles veulent pas décevoir l'autre. Euh, donc voilà, et ça se traduit d'ailleurs dans tous les domaines de leur vie, hein. Domaine familial, professionnel. Et d'ailleurs, moi, les personnes que j'accompagne, pour elles, parfois, c'est une transformation radicale, pas que dans le couple. Parce que la transformation, là, pas plus tard que c'était la semaine dernière, je crois, il y a une personne qui a commencé à apprendre à se positionner dans sa famille, avec ses parents. Ah Parce oui. que jusqu'à présent, elle était en mode béni oui-oui. Elle disait toujours oui, elle voulait pas décevoir. Et là, elle a compris que non, il faut qu'elle puisse poser ses limites, dire non, d'arrêter de tout cautionner. Donc Mmh. là, elle me dit, putain, mais ça change tout. Parce que j'ai une relation d'adulte à adulte avec mes parents et jusqu'à présent, j'étais la petite fille à mes parents. Donc voilà un petit peu comment ça se traduit. Et le travail à faire, ben, c'est un travail de reconnexion à soi, hein. Reconnecter à ses besoins. Pour un évitant, tu lui dis c'est quoi tes besoins au quotidien, il sait pas. Ben, au début, comme je leur dis, vous imprimez la feuille des besoins, là, vous tapez les besoins de la CNV, vous l'imprimez et au début, vous allez réfléchir avec votre tête de vous dire ça serait quoi mon besoin. Ok, je ressens un peu quelque chose là, j'ai un ressenti, agréable ou désagréable. C'est quoi le besoin? Et au début, il faut faire ce gros, gros travail de clarifier ses besoins parce que les besoins, c'est pas quelque chose qu'on décide dans notre tête, c'est quelque chose que le corps nous dit en fait. Il faut être à l'écoute du corps. Et voilà. Et après, plus tu le fais, plus ça va être, Ouais, facile pour toi de le faire, ouais, c'est ça, exactement. intuitivement. Trop cool. Exactement. Tu parles souvent de là, tu en as un peu parlé, de l'alignement de soi. Ouais. Tu peux en parler? Qu'est-ce qu'est-ce que tu mets derrière alignement de soi? Pourquoi c'est important d'être «aligné soi-même» entre guillemets? Bah, aligné, si on veut vivre une relation de couple bon, durable, Mmh. mais euh, épanouissante, bienveillante, il faut toujours rester en fait oui, aligné avec soi ou en tout cas se respecter. Se respecter dans ses besoins, se respecter dans ce qui est juste pour nous, se respecter dans ce qu'on veut, dans ce qu'on veut pas. Et, hem et donc pour moi, c'est la base. Encore une fois, moi, ce que je prône dans mes accompagnements, c'est le couple, interdépendant. Le 1 + 1 = 3. Mais il faut que le un il soit déjà, c'est la question que tu disais tout à l'heure. Si moi, en tant qu'individu, je ne suis pas épanoui, je ne suis pas réalisé, je suis pas bien avec moi, je suis pas bien dans mon boulot, je suis pas bien dans ma famille, je pourrais pas être bien dans mon couple. Mmh. Le couple, c'est pas un truc magique, ça vient pas guérir, et ça, c'est les dépendants affectifs, ils sont très là-dedans. Ils pensent que le couple, c'est le truc qui va, tout m'apporter. Non. Au contraire, tu surinvestis trop un domaine de ta vie, mais regarde qu'il faut que tu sois dans tous les domaines de la vie. Donc pour moi, l'alignement, c'est ça. Donc l'alignement, c'est, pour ceux qui connaissent les niveaux logiques, tu vois, c'est vraiment tous ces niveaux. C'est vraiment la spiritualité, l'identité, mes croyances, mes valeurs, mes capacités, mes qualités. C'est cette congruence à avoir, tu vois, sur tous ces plans-là. C'est pour ça qu'encore une fois, si je veux rester aligné avec moi, tu vois, dans ma spiritualité et tout, peut-être qu'il faut que je trouve un partenaire qui lui aussi partage ces mêmes choses-là. Ouais, Parce que sinon, il va y avoir un désalignement au sein du couple. ouais, complètement. Le, il y a un exercice que tu fais faire à tes clientes, c'est l'exercice du miroir. Ouais. Ça te parle? Alors, c'est lequel que l'exercice du miroir? C'est celui de demander aux personnes Ouais, le feedback? exactement, Ok. exactement. En quoi ça aide ça à clarifier, on va dire, qui tu es, se connaître, s'aligner à soi? Ouais. Comment ça aide et pourquoi tu conseilles cet exercice? Alors, c'est une très bonne question et j'en parlais pas plus tard qu'hier soir parce que j'avais un coaching de groupe et justement, j'ai préconisé cet exercice à plusieurs de mes clientes qui m'ont fait un feedback, très positif justement par rapport à ça, que ça les avait vachement aidées, édifiées. Heu, En fait, ça, c'est aidant parce qu'on va récupérer le feedback de comment les gens nous perçoivent et que notamment quand on a une mauvaise image de soi, qu'on est un peu en dévalorisation de soi-même, qu'on a tendance à se dénigrer, à se rejeter.
heu, en fait, on porte un regard sur soi qui est pas du tout objectif, en fait. Et par contre, on a des croyances par rapport à ce mauvais regard qu'on porte sur soi. Parce qu'on est convaincu que ça, c'est vrai, c'est la réalité. Et là, le but, c'est quoi? C'est d'aller récupérer du feedback des personnes de notre entourage qui nous connaissent bien. Ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être les gens du boulot. Et de leur dire, OK, donne-moi des qualités, 5 qualités qui me définissent. Et en fait, on est très surpris que ce sont à peu près les mêmes qualités qui reviennent. Et parfois, et c'est ce qui m'a été dit hier, il y a une dichotomie énorme, vraiment, entre l'image que j'ai de moi et l'image que les autres me renvoient. Et encore une fois, là, il y a une personne, une cliente hier qui disait: «Mais c'est fou parce que ce qu'ils m'ont dit, moi, j'ai pas l'impression de voir ça en moi». Ben oui, Ouais. mais tu as quand même 15 personnes qui t'ont envoyé ça. Tu peux commencer à le croire, non? Est-ce que ça serait pas plutôt toi, le regard que tu portes sur toi, qui est pas faussé, en fait? Ouais. Tu vois? C'est vraiment ça. Donc pour moi, ça permet de vraiment de travailler, si tu veux, l'image de soi, l'estime de soi et la confiance en soi. Voilà, et après le but, c'est de venir ancrer ça. Voilà, de venir vraiment l'ancrer. Alors, je fais faire aussi parfois des morning routines, pas tout le temps, mais je trouve que c'est bien pour faire ce travail de programmation neuronale, tu vois, de venir vraiment ancrer la nouvelle personne que j'ai envie d'être. Celle qui a confiance en elle, celle qui a vraiment de la valeur, celle qui est intéressante, qui a des qualités. Donc, je trouve que cet exercice du miroir, il est vraiment intéressant. Et là, je renvoie à la fenêtre de Johari, c'est-à-dire que comment je peux vraiment me connaître? Et en fait, j'ai besoin du feedback des autres. Et alors là, pour ça que le Ouais. couple, c'est merveilleux. Parce que là, on a un miroir quotidien, tous les jours, qui va nous renvoyer nos parts d'ombre, ce qu'on veut pas voir. Là où on est dans le déni, là où on est dans parfois les projections sur les autres, ben là, notre conjoint ou notre conjointe va nous renvoyer ça. Mmh. Trop bien. Il y a un concept aussi que j'adore dont tu parles, c'est le concept de l'inversion. Ouais, Ça te parle? ouais. Tu peux en parler? Euh, Ça sert à quoi l'inversion? Et enfin, ça sert à quoi l'inversion? alors, il y a un exercice, moi, que je fais faire aussi en coaching. C'est justement le travail de l'inversion. Je sais plus. Je crois que c'est Charlie Mugler qui est à l'origine de ça. Bon, je sais plus. Je sais pas si tu vois, mais J'ai pas la référence. c'est en fait, le principe de l'inversion, c'est quoi? C'est de dire, on ne peut pas prédire avec certitude, les choses à l'avance. Personne ne peut prédire, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans le couple. Moi, je ne peux pas prédire, je ne suis pas Madame Irma, j'ai pas la boule de cristal, d'accord? Par contre, on peut prédire de manière certaine ce qui marchera pas. Et en fait, par inversion de ça, on peut savoir ce qui va marcher. Ouais. Je sais pas si tu comprends, Ouais, très bien. mais c'est le principe même de la philosophie parfois, c'est de dire: «Si ça n'est pas ça, ben voilà ce que c'est». Donc c'est de dire: «OK, qui est de manière certaine la personne qui va échouer en amour, qui sera pas heureuse, pas épanouie?» Et là, on va lister. J'ai pas confiance en moi, je me dénigre, je m'affirme pas, j'ai pas de projet, je me colle à l'autre, je m'efface. OK. Donc de manière certaine, je sais que si je suis cette personne-là, ça marchera pas. OK. Et donc, par inversion, qui il faut que je sois, qui il faut que je devienne pour justement atteindre le résultat et l'objectif que je vise. Voilà. Et parce qu'il faut savoir que c'est toujours, en fait, tout part de l'être. D'accord? C'est l'être qui amène au faire, qui amène à l'avoir. Et souvent, les gens, ils sont plus à chercher à avoir quelque chose. Je veux le couple, tu vois, je veux avoir un partenaire. Oui, mais qui est-ce qu'il faut que tu sois et qu'est-ce qu'il faut que tu fasses Mmh. pour avoir la personne qui te correspond? Ouais. Trop bien. Trop bien. C'est quoi les plus grandes erreurs dans la recherche d'un partenaire? Si tu devais en citer 3 par exemple. 3 plus grandes erreurs? Alors Dans de la tout recherche, vraiment pas dans le couple, mais dans la recherche d'un partenaire. tu parles, quand je l'ai déjà rencontré, on s'est vu quelques fois ou tu parles Ouais, d'avant, ouais, genre quand on s'est rencontrés? entre le on s'est pas rencontrés et le on s'est rencontrés, mais on débute pas un projet OK. ensemble, tu vois? Alors écoute, déjà, je vais prendre 2 écueils qui seraient un peu des écueils opposés. Premier écueil, c'est tout miser sur l'affect, le sensible. Mmh. Waouh, on a une alchimie, c'est fluide, on est hyper complices, tout ça et tout miser là-dessus. Surinvestir en fait l'aspect affectif, émotionnel, d'accord? Le Eros. Ça pour moi, c'est déjà un écueil. Un autre écueil, ça serait d'être trop en mode projet. Bon, OK, je cherche un mec qui est compatible et en fait, parce que là, on passe complètement à côté de la rencontre. On n'est pas du tout dans l'ouverture à l'autre et à la relation. En fait, on est dans: «Est-ce que l'autre correspond à ce que je veux?» Mais en fait, on n'est pas dans le don et l'ouverture, on est dans la captation. On est dans l'objectivation de l'autre. Donc, heu, pour moi, voilà, ça c'est faut faire attention. Moi, je le dis toujours à mes coachés, c'est que oui, on clarifie le projet, mais ne cherche pas à voir s'il coche les cases au premier rendez-vous tout de suite. Ouais. Là, j'ai une cliente qui me dit: «Le gars, il m'a fait passer un interrogatoire, quoi. Tu veux ci? Est-ce que tu veux ça? Est-ce que tu veux ça?» Je veux dire, il s'intéresse même pas à la personne, il s'intéresse déjà: «Est-ce que tu colles à mon projet?» Donc ça, pour moi, c'est déjà
les 2 principaux écueils. Un autre écueil aussi, c'est d'éliminer trop vite des partenaires parce que ça a pas ultra matché au premier rendez-vous. Moi, je dis toujours: «OK, est-ce que tu as passé un moment agréable? Vous avez bu un café, vous avez mangé au resto. Est-ce que c'était agréable ou désagréable? Non, c'était plutôt agréable. OK. Est-ce que physiquement, est-ce qu'il y a quelque chose qui était rédhibitoire pour toi? Quelque chose qui te rebute vraiment? Non, non, ça va la personne, alors c'est peut-être pas mes standards de beauté par exemple, ou c'est pas, dans l'idéal que je me fais, mais non, la personne elle est plutôt agréable et ben, revoilà une deuxième, une troisième fois parce que parfois il faut se donner du temps Mmh. et notamment, les personnes qui sont dans un style d'attachement évitant, souvent elles arrivent dans la relation, elles sont un peu fermées, un peu verrouillées. Il faut pas s'attendre à ce que le premier rendez-vous, il soit hyper, fluide, qu'il y ait une belle alchimie. Donc peut-être qu'il va falloir un peu de temps, que la personne, elle prenne confiance en elle pour qu'il y ait plus d'ouverture, qu'il y ait plus de partage, qu'il soit plus dans, un lien vraiment émotionnel. Tu vois? Ouais, je comprends. Une proximité affective. Donc voilà un petit peu, je dirais les 3 erreurs que je peux voir. Trop bien, trop bien. Passons, on va aller un peu plus vite sur ce point-là, Ouais, sur, les stratégies de rencontre. ouais, Stratégie claire, stratégie de rencontre, et ouais. cetera. C'est quoi la définition que tu mets derrière stratégie de rencontre? Genre, est-ce que toi, tu as une méthode particulière ou est-ce que c'est en fonction de la personne? Ouais, alors, c'est une très bonne question. Forcément, j'adapte toujours de toute façon, mon accompagnement est toujours adapté, individualisé à la personne. Et ça, vraiment, pour moi, c'est important. Chaque individu est différent. Je parle beaucoup de valeurs, d'alignement. Si moi, je fais rentrer les gens dans des cases, il y a un problème quelque part. Mmh. Donc moi, quelqu'un qui me dit, par exemple: «David, j'ai un problème avec le site de rencontre, ça me va pas», je suis OK avec ça. Je suis pas un pro site de rencontre. Par contre, je vais lui poser la question, très concrètement: «Tu as quoi comme opportunité aujourd'hui pour faire des rencontres?» Il faut quand même avoir la maîtrise de ce qu'on va faire. Parce que si on attend sur la providence, Dieu, l'univers, ça va être un peu compliqué de faire des rencontres. Donc moi, je m'aligne avec la personne. Heu, Ensuite, je vais lui donner les clés et les outils étape par étape pour vraiment avancer dans cette démarche de rencontre. Voilà, ça peut passer du site de rencontre. Bah, le site de rencontre, déjà, la première des choses, c'est d'avoir un bon profil. Des Mmh. photos qui me mettent en valeur, plusieurs photos qui me mettent en valeur, d'avoir un descriptif qui parle vraiment de moi, qui me reflète, qui parle de mon identité, de mes valeurs, de mes qualités, qui parle de mon projet, de ce que j'attends. Voilà, ça, c'est hyper important. Puis après, il faut savoir l'utiliser, le site de rencontre. C'est-à-dire, comment on fait pour briser la glace? Comment on fait pour essayer d'obtenir une réponse derrière? Bah, si je mets juste: «Ouais, salut, j'ai vu ton profil, c'est bien», personne ne va pas nous répondre, elle va Mmh. nous ghoster. Donc à un moment donné, c'est d'envoyer un message pertinent, individualisé, qui rebondit sur ce qui a été marqué dans le descriptif. C'est pour ça que le descriptif, c'est important. Qui rebondit de manière pertinente, qui fait un peu d'humour, qui pose une ou 2 questions parce qu'une question, ça suscite une réaction. Voilà, donc il y a plein, si tu veux, encore une fois, c'est des principes à comprendre, c'est pas Ouais. des techniques. Faire de l'humour, c'est un principe, ça marche bien. Faire de la dérision, ça marche bien. Rebondir sur ce que dit la personne, ça montre qu'on s'intéresse vraiment à elle. Être dans l'ouverture et partager quelque chose de soi, quelque chose de personnel, pareil, ça tout de suite, ça suscite la réciprocité. Mmh. Si d'un coup, moi, je te partage quelque chose d'un peu personnel, bah, tu te sens tout de suite en lien avec moi et tu as envie de répondre à ça. Ouais. Donc Et tu pas sur, c'est quoi le message à envoyer pour briser la glace? non, Tu par contre, voilà. non, voilà et ça je le critique beaucoup. Après je peux donner des conseils, je peux dire: «Écoute, là, c'est trop général, c'est pas» si la personne elle a besoin de mon feedback, ça, c'est quelque chose que je fais souvent. Les personnes, elles ont besoin d'être confortées souvent, d'être un petit peu drivées. C'est quelque chose que je fais très, très souvent. D'ailleurs, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'avec ma femme, on a un double regard puisqu'elle, c'est une femme, je suis un OK. homme et donc très souvent, je dis à la personne que j'accompagne: «Est-ce que tu es OK que je montre à Mirana?» Parce que la plupart des gens que j'accompagne, ils connaissent ma femme, ils me connaissent moi, puisque comme on intervient souvent à 2, qu'on fait des webinaires à 2, voilà, ils nous connaissent et donc ils sont souvent OK et du coup, il y a un double feedback, féminin, masculin et on a un double regard par rapport à ça. Trop cool. C'est quoi ton avis sur les applications de rencontres? Comme là, on en parle. Ouais, alors, heu, déjà, ma propre expérience personnelle, moi, j'étais absolument contre ça, il y a quelques années. Je suis parti d'un constat que j'avais pas d'opportunité de rencontre. Quand à l'époque, j'étais célibataire, dans le boulot, j'avais pas d'opportunité de rencontre. Les amis, c'était toujours les mêmes. Les endroits où j'étais, c'était toujours pareil et c'est bien beau d'attendre que ça se fasse par le hasard, la providence et tout ça, mais à un moment donné, il faut prendre le taureau par les cornes. Donc moi, j'étais vraiment contre et je me suis inscrit sur un site de rencontre. Pour moi, finalement, le site, c'est pas bien ou c'est pas mal. Le site, Mmh. c'est un moyen. C'est comme un couteau. Est-ce qu'un couteau, c'est mal? Est-ce que c'est bien? Un couteau, ça peut tuer, ça peut être une arme, ça peut faire de la cuisine, voilà. Donc le site, il est pas, bien ou mal, c'est un moyen. Par contre, il y a des écueils dans le site. Ça, par contre, oui, il y a beaucoup d'écueils. La virtualité.
C'est-à-dire que, et ça je le vois chez beaucoup de célibataires, en fait, ils se cachent derrière le site de rencontre et d'ailleurs, ils reprochent aux sites de rencontre des problématiques qu'ils ont eux-mêmes. Mais ça leur fait du bien, en fait. OK. Parce qu'ils se déresponsabilisent du fait qu'ils n'osent pas aller dans la rencontre, parce qu'ils ont un style d'attachement évitant, parce qu'ils n'ont pas confiance en eux, ils ont une mauvaise estime d'eux. Et ils pensent qu'en s'inscrivant sur le site, ça va régler tous leurs problèmes. Non, le site, c'est un moyen, mais si toi, déjà, t'es pas aligné avec toi, t'es pas clair sur ce que tu veux, t'oses pas parler de toi sur ton descriptif, ou t'envoies des messages qui sont pas très, qui sont pas très intéressants, bah, probablement ça marchera pas. Donc pour moi, le site, je le dis hein, vraiment, c'est un magnifique moyen de faire des rencontres. Je le dis, moi, ma femme, je l'aurais jamais rencontrée sans un site de rencontre, Mmh. à 800 kilomètres d'écart. Ouais. Donc nos 2 enfants n'existeraient pas si le site de rencontre sur lequel j'ai rencontré ma femme n'existait pas. Mmh. Voilà, donc le site est un moyen, par contre, il faut savoir l'utiliser. Il Ouais, faut c'est ça. pas tomber dans les écueils. Moi, par exemple, dans les conseils que je donne, c'est que assez rapidement, quand tu commences à discuter avec une personne sur un site de rencontre, tu discutes un peu, tu fais connaissance et si tu commences à voir que ça match, parce que vous avez des centres d'intérêt communs, des passions communes, des valeurs communes et que tu sens qu'il y a du répondant derrière, que la personne elle est vraiment impliquée, rapidement, vous vous échangez vos numéros de téléphone et vous vous appelez. Voilà. Déjà une bonne discussion d'1 heure au téléphone, ça permet vraiment de il y a le timbre de la voix, il y a le son, il y a l'énergie qui s'en dégage et tout ça et puis rapidement, voyez-vous dans le réel. Ne surinvestissez pas. Il y a des personnes qui me disent: «J'ai passé 5 mois de relation, à distance» et t'as pas rencontré la personne? Ouais, Non? en 5 Donc mois. et là, en fait, tu vis dans ta projection mentale, dans ton imaginaire parce que oui, le site de rencontre et moi je l'ai vécu et j'ai été vigilant là-dessus, mais je me suis aussi fait avoir, c'est une surface projective. C'est-à-dire que ça nourrit beaucoup l'imaginaire, le fantasme et on est beaucoup dans la projection. On voit une photo, on voit une description, on s'imagine. L'imaginaire, il tourne et donc pour moi, il faut rapidement aller dans le réel. Voilà. Mais le site, pour moi, avec notre société, où on est tous avec des vies ultra remplies, très individualistes. C'est difficile aujourd'hui de faire des rencontres, amoureuses et tout ça. Avant, enfin, j'ose à croire que c'était peut-être plus facile parce qu'on avait des vies qui étaient moins speed, on était moins sursollicités, et on était moins individualistes. Je sais pas, quand on était dans un village, tout le monde se connaissait dans le village, on rencontrait, la copine, la cousine, voilà, tout le monde se connaissait. Aujourd'hui, on vit dans des grandes villes, Ouais. voilà. Moi, la plupart des gens que j'accompagne, il y en a plein qui sont sur Paris ou dans des grandes capitales, des grandes métropoles. En fait, c'est pas dans le métro qu'on va faire, des rencontres, à moins qu'on soit quelqu'un qui est séducteur de rue, mais la plupart des gens que j'accompagne, Ouais, c'est pas ça, c'est ouais. pas trop ça, non. C'est pas ça. Après, ouais, au final, tu vois, les sites ou les grands principes qui sont derrière, c'est quelles sont tes opportunités Ouais, c'est ça. et comment tu te donnes, quels sont les moyens à ta disposition pour Ouais, générer des opportunités. c'est ça. Regarde, je vais donner un exemple. Il y a beaucoup de personnes, quand je leur demande: «Qu'est-ce que tu as essayé pour être en couple?» Tu sais, je demande toujours cette question quand je fais un bilan amoureux, pour voir un peu qu'est-ce qui a été essayé, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché. Ben, il y a une chose qu'ils essaient beaucoup, les personnes que j'accompagne, c'est les agences matrimoniales. À l'époque, ça se faisait beaucoup, les sites de rencontres n'existaient pas, on allait voir une agence matrimoniale. OK, c'est très cher, d'accord? Ça coûte entre 1 500 et des fois 3 000 balles. Heu, mais ce qu'il faut comprendre d'une agence matrimoniale, c'est que, bon déjà c'est du local, hein, d'accord? Donc l'agence, si tu es dans un petit village, tu te doutes bien qu'elle aura pas énormément de profils à Mmh. disposition. Donc en fait, tu vas payer très cher et la personne, elle va te faire faire des rencontres, certes, mais peut-être avec des personnes qui correspondent pas du tout à ton projet, à tes critères, à ce que tu recherches. Mais comme elle a un fichier de 10, 15, 20, 30 personnes, elle peut pas te faire rencontrer peut-être ce qui matcherait avec toi. Alors que sur le site de rencontre, Tu peux, ouais. mais en fait, tu as peut-être, je sais pas moi, 300, 400 profils. Ouais. Donc tu vois, tu as vraiment un panel, ça te coûte moins cher, tu as plus de profils. Alors oui, peut-être que parfois, dans le critère géographique, il faudra que tu sois prêt à faire 100, 200, 300 bornes. Mais encore une fois, c'est pas un problème de prendre la voiture et pour moi, je viens aussi tester la vraie motivation des personnes que j'accompagne. Est-ce que tu es prêt à faire 400 bornes, pour aller voir ton chéri ou ta chérie? Est-ce que tu as vraiment envie d'être en couple? Voilà et pour moi, ça vient aussi tester ce qui dit la vérité d'une personne, ce sont ses comportements. Ça vient vraiment tester, est-ce que la personne, elle a vraiment un why, un pourquoi qui est fort? Ouais. Maintenant, si elle me dit: «Non, il faut qu'il habite à moins de 30 kilomètres», moi je lui dis: «Peut-être que là, tu es trop ambitieux dans ce que tu recherches». Ça, par contre, moi, dans le coaching, quand je vois une personne qui est trop dans une espèce d'idéal, de fantasme ou qui recherche le truc facile et parfait, là, par contre, je la confronte à des principes de réalité. Ouais. Ça, c'est Ah, vraiment c'est important. primordial aussi, je pense, hein. Ouais, OK. complètement. Si tu devais mettre, peut-être 3, 4 étapes pour définir une stratégie de rencontre, «personnalisée» entre guillemets, tu dirais quoi aux gens? Par exemple, là aujourd'hui, bon Ouais, moi je suis pas dans ce cas-là, mais ouais, je veux rencontrer quelqu'un, tu ouais, vois, voilà. Heu, je sais pas quoi, je sais pas quoi, je sais pas comment, ouais, j'ai défini mon projet, je me suis aligné avec moi-même, je sais ce que je veux, tu vois, tout OK. ça.
Qu'est-ce que je fais maintenant? Bah, déjà, voilà, clairement, il y a différentes stratégies de rencontre. Il y a soit les sites de rencontres, qui est pour moi une des plus répandues aujourd'hui, hein, clairement, dans les personnes de ma génération. Euh, Soit des rencontres en réel. D'accord. Réel, ça peut être. Il existe hein, des week-ends célibataires. On en anime avec ma femme régulièrement, plusieurs fois dans l'année. Ça existe. Mais encore une fois, le panel de célibataires qu'on rencontre, il est quand même réduit. Mmh. Mais on fait des rencontres. Donc, déjà, c'est définir par quels moyens je vais chercher à faire des rencontres et ensuite comment je vais m'y prendre dans la rencontre. Donc si c'est le site de rencontre, ben voilà, c'est OK, j'envoie des messages à différents profils, j'essaie d'échanger le numéro de téléphone, je discute avec les personnes, on se donne des rendez-vous. Donc ça, c'est déjà d'obtenir les premiers rendez-vous et de pouvoir rencontrer personne, c'est déjà une belle avancée. Ensuite, c'est ben voilà, on va apprendre à se connaître. Donc pour ça, ben, il faudra peut-être plusieurs rendez-vous pour apprendre à se connaître. Là, vraiment, un conseil que je donne, alors encore une fois, ce conseil-là, j'ai pas besoin de trop le donner aux personnes que j'accompagne, c'est de ne pas brûler des étapes. Prends le temps de connaître la personne, vraiment, qui elle est, intéresse-toi à elle, apprenez vraiment à vous connaître. Et pour ça, il faut passer du temps avec la personne, il faut faire des choses avec la personne. Donc voilà, voyez-vous, un, 2, 3, 4, 5 rendez-vous, va un peu dans l'univers de l'autre, va dans la ville de l'autre, vois dans quel endroit il aime aller, qu'il te fasse découvrir le parc dans lequel il aime bien se balader, le resto qu'il aime bien faire. Voilà, va dans l'univers de l'autre pour apprendre à vous découvrir, discuter de votre projet, enfin, à chacun, hein, respectivement. C'est quoi votre vision? C'est quoi tes valeurs? Parlez peut-être de votre passé. Est-ce que vous avez eu des relations difficiles? Oui, ben moi j'ai été déçu, donc maintenant je suis un peu prudent. Voilà, c'est important aussi de se dire ça, Ouais. parce qu'on n'arrive pas vierge de. Non, on a une vie avant, on a un passif avant. Donc ça, pour moi, c'est important. Et puis ensuite, ben voilà, il y a l'étape où on décide de s'attacher, c'est-à-dire de faire couple. Voilà, de sortir ensemble. C'est quand que tu s c'est quand que tu décides de t'engager? Que tu sais que tu dois t'engager? Ça, vraiment, pour le coup, tu sais, on parle quand même d'amour. Si je commence à tout mettre dans des cases, voilà, moi, encore une fois, je drive et je donne des grands principes. Heu, C'est au ressenti de la personne au c'est au final? ressenti de la personne. Heu, Si les personnes, elles se sont vues 3 fois, mais que dans les 3 fois, elles ont eu des échanges hyper profonds, constructifs, elles ont déjà parlé du projet, et puis entre les rendez-vous, elles se sont vues, elles se sont beaucoup appelées, elles ont beaucoup échangé longuement et tout, bah, peut-être que ça y est, au quatrième rendez-vous, vous pouvez déjà sortir ensemble. Heu, Si à l'inverse, il y a des personnes qui, elles se verront qu'1 heure pour boire un verre, puis ça sera des petits échanges, mais peut-être qu'il faudra, heu, 5-10 rendez-vous, avant de commencer à, franchir l'étape de sortir ensemble. Et encore une fois, ça pour le coup, ça demande de s'écouter. Qu'est-ce Mmh. qui est juste pour moi? Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui est assez difficile à appréhender dans un début de relation, c'est la temporalité. Il peut y avoir une personne qui serait prête à s'engager et l'autre n'est pas encore prête. Elle a des doutes, elle a des peurs, a des questionnements. Et ça, c'est pas facile parce que quand on voit que par exemple, on a une personne qui s'intéresse à nous et qui aurait envie de sortir avec nous, par exemple, qui a envie de s'engager. euh, ok, est-ce que du coup je sors avec elle parce que je sens elle attend ça de moi, ou est-ce que je sens que c'est pas ajusté pour moi? Encore une fois, il faut être à l'écoute et aligné et dire non. Je vais dire à la personne, écoute, merci pour l'intérêt que tu me portes. Euh, je t'apprécie beaucoup, tu m'intéresses aussi, mais pour moi, là où on en est de la relation, j'ai encore besoin d'apprendre à te connaître et je te demande d'être, patient, de prendre du temps. Voilà, et ça demande encore une fois, c'est à la personne de savoir, c'est à la personne de s'écouter, Ouais. effectivement. De se connaître, de s'écouter et de Exactement, savoir poser des limites. Ouais, exactement. Ouais, trop bien. Passons aux bases relationnelles ouais, et vraiment, créer des bases relationnelles saines, ouais, construire, solidifier et cetera. ouais. C'est quoi le pour toi, c'est quoi le secret d'une relation durable? Alors je suis pas sûr de l'avoir trouvé et ça serait très présomptueux de dire que je l'ai trouvé parce que, aujourd'hui, j'ai pas 60 ans, j'ai pas 30 ans de mariage avec ma femme, donc je vais rester humble, voilà. Heu, En tout cas, aujourd'hui, j'ai compris des choses parce que j'ai quand même aussi beaucoup de couples autour de moi. J'ai des couples d'amis qui sont ensemble depuis 10, 15, 20, 25 ans. Et ça, par contre, moi, je suis formé à la PNL et j'aime bien modéliser. Donc, j'aime bien essayer de comprendre qu'est-ce que je retrouve chez ce couple, chez ce couple, chez ce couple. Et il y a des principes que je retrouve. Euh, Déjà, je pense que c'est important la notion d'engagement et de projet. Euh, un couple qui ne se projette plus, qui à un moment donné arrête d'avoir des projets ensemble, et ça arrive beaucoup, ce que j'appelle les couples colocataires, qui sont ensemble depuis 10 ans, 12 ans, 15 ans, qui se sont surinvestis dans le boulot, dans le couple parental, mais qui ont désinvesti le couple conjugal, qui n'ont plus de projet du couple conjugal, qui ne nourrissent plus. À un moment donné, ça périclite. À un moment donné, on n'est plus bien parce que le couple, ça a besoin d'être nourri. C'est comme une plante, elle a besoin d'être Mmh. arrosée. Voilà. Donc, l'engagement, les projets, c'est important et d'en avoir
toujours en fait, de se réinventer. Donc ça, c'est important. Heu, qui dit engagement, il faut que les 2 personnes soient engagées. À partir du moment où il y a une personne qui se désengage de la relation, c'est foutu. Ça, je le dis vraiment donc et on n'est jamais à l'abri, hein. L'autre, il peut ma femme aujourd'hui, elle s'est engagée avec moi. Je suis pas à l'abri dans 10 ans, dans 15 ans qu'elle retourne sa veste et puis qu'elle s'en aille. Donc on n'est jamais à l'abri de ça. Ensuite, pour moi, il y a vraiment des principes, c'est la notion de responsabilité. Il faut s'engager avec une personne qui est vraiment responsable. Alors, ça veut dire beaucoup de choses, être responsable selon moi, dans ma carte du monde et c'est quelque chose que je transmets énormément dans mon accompagnement. C'est vraiment dans une relation, il faut toujours prendre pleinement sa part de responsabilité. Je prends ma part, toute ma part et rien que ma part. Mmh. Donc ça, c'est hyper important. Ça permet aussi d'être dans le respect. Parce qu'en fait, si je prends plus que ma part, je suis dans l'irrespect parce que c'est-à-dire que je cherche à contrôler l'autre. Je cherche à faire changer l'autre. Si je prends moins que ma part, je vais être, entre guillemets, dans une posture un peu de victime où je vais être spectateur de la relation, mais je ne vais pas être acteur. Donc pour moi, voilà, la notion de respect, de responsabilité, d'engagement. euh, Après, je pense vraiment que la notion du pardon, elle est très importante. Pourquoi? Parce que oui, dans le couple, on se blesse. Clairement, on se blesse, on se déçoit. Parfois, il y a des maladresses. Hem, Parfois, on s'emporte un peu, on a des paroles un peu déplacées. Et pour moi, le pardon, c'est ce qui vient remettre le lien. Donc ça, c'est important de savoir. Ça demande de l'humilité. Notre ego, notre orgueil, il aime jamais ça, demander pardon, surtout quand on a l'impression qu'on a raison et que c'est l'autre qui devrait venir. On s'en fout, en fait. C'est là où il faut se décentrer de soi, il faut mettre ça au service du couple. Et à un moment donné, bah, son petit orgueil, il faut le laisser de côté et voilà. Donc le pardon pour moi, c'est fondamental et tous ces couples dont je te parlais tout à l'heure, c'est des couples qui ont avancé avec le pardon, qui ont su à un moment donné se pardonner, qui ont su aussi un couple qui dure, c'est un couple qui sait traverser les épreuves et qui en sort grandi ensemble. C'est-à-dire que tout couple va traverser des épreuves, clairement. Il faut le savoir. Il faut pas croire que, la vie de couple, c'est un long fleuve tranquille. Par contre, chaque épreuve, le couple va en sortir grandi. Ça va créer du ciment dans le couple, ça va créer vraiment de la complicité, de la solidarité. Donc, c'est de savoir que quand on traverse des épreuves, il faut pas remettre en question le couple. On sait que c'est une étape à passer, mais que le chaos dans la vie, c'est toujours pour amener quelque chose de nouveau. Mmh. Voilà, il faut l'accepter, le chaos. Il est désagréable sur le moment, on ne sait pas trop où on va parce qu'il amène quelque chose de nouveau, il amène une transformation, une métamorphose, une évolution. Mais donc voilà, la communication, parce qu'un couple qui communique pas la communication, c'est vraiment le pont entre moi et toi et il faut régulièrement communiquer. Il faut se dire les choses. Faut pas garder pour soi, ce qui va pas. Il faut dire les choses, voilà. Il faut se poser. Pour moi, il y a vraiment un truc qui est important, heu, que je fais passer dans mon couple d'ailleurs, parce qu'on est très pris avec nos 2 enfants en bas âge, avec l'entreprise, tout ça, les projets, c'est le devoir de s'asseoir. Pour moi, chaque couple devrait quasiment toutes les semaines prendre au moins 1 heure pour s'asseoir, pour parler du couple, pour se dire merci. Merci pour tout ce que tu fais, parce que parfois on oublie de le dire. Merci de t'occuper de nos enfants. Merci pour la maison. Merci. Les choses qui, oui, c'est le quotidien, mais en fait, l'autre, c'est pas un dû. Et donc, Mmh. ça, c'est vraiment être dans la gratitude. Donc, dire merci à l'autre. Et ça fait du bien à l'autre d'entendre ça. Dire pardon. Bah, pardon pour ce que j'ai fait. Pardon pour ma maladresse. Pardon cette semaine, j'ai pas été suffisamment présent. Pardon, j'ai beaucoup bossé. Pardon pour voilà, heu, l'aide que je t'ai pas accordée. Heu, Proposer des idées, et formuler des demandes et dire: «Voilà ce que j'aimerais bien», pour toujours que le couple toujours, soit toujours en mouvement et soit toujours, dans une perspective d'évolution. Mmh. Ouais, je pense que la conclusion, on va dire, de tu vois, tout ce que tu disais, c'est ça, c'est toujours être dans une démarche de on avance ensemble, Ouais, on est dans une construction ensemble. ouais. Donc au final, tu on s'assoit et on construit. Il y aura des débordements, il y aura des choses positives, un peu plus négatives, on va dire, mais on Ouais, apprend de ça et on construit, clairement. quoi. C'est en fait, c'est d'avoir toujours l'envie D'évoluer. d'évoluer, mais d'évoluer avec l'autre. Parce qu'on peut vite être pris dans: «OK, ma vie pro, je développe ma vie pro et puis la parentalité». Oui, mais la parentalité, c'est pas le couple. Mmh. Donc et ça, quand on a des enfants en bas âge, là, je peux t'en témoigner, entre ma fille de 2 ans et mon fils qui a 3 semaines, et mon ado qui vient de temps en temps, heu, on est très pris dans la parentalité aujourd'hui. Et donc si nous, on se bloque pas des temps pour dire, on s'occupe de notre couple, on parle de notre couple, on prend soin de notre couple, on nourrit notre couple, heu et beh, ça met en danger le couple, en fait. Parce qu'il va y avoir des frustrations, des insatisfactions. Donc en fait, il faut toujours respecter ce qu'on appelle un ordre biologique. C'est que faut pas oublier que le couple conjugal, c'est toujours ce qui est premier dans une famille et ça, on a tendance à l'oublier. C'est-à-dire qu'on a tendance à surinvestir le couple conjugal, mais
le couple parental, pardon, mais le couple conjugal, c'est ce qui est premier. Et ça, il faut toujours continuer à, euh, même si c'est une fois 1 heure par semaine, et que pour les enfants, on y consacre 12 heures, c'est pas grave. Mais cette 1 heure par semaine, ça prouve qu'on priorise aussi notre couple. Mmh. Et qu'on n'oublie pas qu'il y a eu un couple avant qu'il y ait eu des enfants. C'est ça et C'est ça. ça renforce la profondeur aussi du couple, Ouais, qui peut être oublié avec, tout le temps passé sur les projets, les enfants et cetera. clairement. Ouais, Ouais, clairement. OK, trop cool. Tu fais une différence entre enfin, je pense que oui, mais tu fais une différence entre attachement et amour véritable? Ouais, alors, ouais, mais là, vraiment, il faut mettre on va mettre Du du contexte? discernement. Ouais. On va mettre du discernement parce que tout est une histoire de sémantique. Je le vois sur les réseaux, tout ça, des coachs, des love coachs ou des gens qui parlent d'amour. Souvent, ils vont dire: «Ouais, mais toi, t'es pas dans l'amour, tu es dans l'attachement». D'accord? Comme si tout de suite, là, dans la sémantique du mot attachement, il y a une connotation négative, c'est-à-dire attachement au sens, dépendant affectif, mais tu pas dans l'amour libre, tu es attaché à l'autre. Dans l'amour, il y a l'attachement. L'amour fait partie de l'attachement. Quand j'ai parlé tout à l'heure des styles d'attachement, on parle d'amour qu'on reçoit auprès de nos parents. Donc, en fait, pour pouvoir aimer, il faut être en capacité de s'attacher. Mmh. C'est ce que ne savent pas faire les personnes qui ont des styles d'attachement évitants, insécures. C'est ils ont tellement peur de s'attacher, d'accord? Parce qu'ils ont peur de se perdre, ils ont peur de s'oublier, ils ont peur de souffrir, que c'est pour ça qu'ils ne savent pas faire couple. Donc, l'attachement est nécessaire. C'est grâce à cet attachement à l'autre que je peux faire couple et que je rentre dans un processus d'évolution personnelle. Maintenant, il ne faut pas que cet attachement soit un attachement aliénant, au sens de je perds ma liberté, je perds ma capacité de réfléchir par moi-même. C'est là où le dépendant affectif, en fait, lui, il est dans un attachement aliénant. Il est dans un attachement où il perd complètement sa liberté, où il ne se respecte plus, où il s'efface dans la relation. Donc, dans ma sémantique à moi, l'attachement, c'est pas quelque chose de négatif. Euh, je veux dire, quand on sort avec une personne, quand on s'embrasse, tout ça, on crée un attachement. Je veux dire, ceux qui disent non, non, moi, je suis pas attaché, c'est un pur esprit. Non, c'est pas un humain. Ouais. On est des êtres sensibles, on est des êtres émotionnels. Voilà. Après, l'attachement est nécessaire dans le couple, vraiment. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, dans moi, ma définition de l'amour, en tout cas, j'y mets la notion de volonté. J'engage ma liberté, je prends ma responsabilité. Et pour moi, l'amour, c'est du faire, c'est des actes, c'est de l'agir. L'amour, pour moi, c'est un verbe d'agir. Je vois beaucoup et je critique beaucoup ça. Et d'ailleurs, j'avais fait un post très clivant il y a quelques temps là-dessus. J'avais mis: «L'amour, c'est pas un sentiment amoureux, c'est un acte de volonté». Et alors là, il y a des personnes qui m'ont dit: «Mais non, l'amour, c'est du sensible, on peut pas le décider, on peut pas décider qu'on aime les gens». Moi, c'était volontairement très clivant Ouais. et c'était génial parce que du coup, j'ai eu beaucoup de personnes qui ont répondu à ça. Mais voilà, il y a aussi des visions aujourd'hui dans le new age, dans le dev perso, que l'amour, c'est le truc qu'on est complètement détaché de tout, un peu. Ça s'inspire aussi des philosophies bouddhistes que je connais bien parce que j'ai beaucoup pratiqué. Cette espèce euh, oui, de détachement de tout. En fait, parce que dans le bouddhisme, euh, euh, la souffrance est liée à l'attachement. L'attachement qu'on a à notre ego, à notre identité, c'est ça qui nous fait souffrir, c'est qu'on s'attache aux choses, à la matière. Je suis en partie d'accord avec ça. Mais ma femme, je peux dire que je suis attaché, mais, heu, mais ma femme, je suis libre dans cette relation et elle est pleinement libre d'être elle-même et pourtant on est foncièrement attachés, on est engagés mutuellement. Donc, moi, le truc de l'amour, hem, chacun est libre, chacun fait ce qu'il veut. Je sais pas de quoi on parle. J'ai l'impression que les gens qui disent ça, c'est pas des gens qui vivent une vie de famille, qui sont mariés depuis 20 ans. Donc c'est des gens, oui, qui ont des concepts, heu, mais je sais pas, ça pour moi, ça rejoint pas ma réalité, en fait. Ça Ouais. rejoint pas mon expérience humaine. Je le comprends sur les principes. Je peux dire: «Ouais, je comprends ce que tu dis, très bien», mais voilà, donc non, pour moi, l'amour, vraiment, c'est oui, on peut dire que c'est une capacité d'ouverture. Je suis d'accord avec ça. Ah, il y avait un coach que j'apprécie énormément, qui est sur les réseaux, sur Facebook, qui m'avait dit: «Pour moi, c'est un état d'être et tout ça». Je suis en partie d'accord avec lui. Sauf que moi, je parle aussi de l'amour dans une relation de couple. Donc plutôt, à quoi ça engage, en quoi c'est du faire, en quoi c'est de la volonté quotidienne. C'est pas: «Ouais, je me lève et je suis dans un état d'être». OK, mais comment je le construis mon couple? Juste, je Mmh. reste dans un état d'être? Ça touche un peu ses limites. Donc voilà, moi, je suis allé vraiment questionner ça à travers, les échanges. D'ailleurs, on a eu plusieurs échanges avec lui, c'était hyper intéressant et donc voilà, je sais pas si j'ai répondu à ta Ouais, très question, ouais? bien. Top, top, top. Donc Il y a un concept que j'aimerais apporter, enfin, un sujet que j'aimerais apporter, c'est le concept de idéalisation versus réalisation. Tu en as un ouais, peu parlé tout à l'heure. ouais, Tu peux en parler de ça? Tu peux partir ouais. là-dessus? Alors ça, vraiment, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup, avec les personnes que j'accompagne parce que pour beaucoup, notamment les personnes qui ont pas d'expérience du couple, elles vont vraiment idéaliser, fantasmer le couple, très clairement et ça, notre société aujourd'hui nous y aide pas, que ce soit les films hollywoodiens qu'on a depuis 40 ans là, tu sais, tous ces films, ces Ouais. passions à l'eau de rose, tout ça, ça nourrit notre imaginaire. Hem,
parfois, on voit des couples, on s'imagine des choses aussi sur ces couples parce qu'ils ont l'air heureux, mais on n'est pas avec eux au quotidien et on ne sait pas les épreuves des fois Ouais, qu'ils traversent. tu vois juste la surface, tu vois pas C'est le ça. Et que, encore une fois, dans les caractéristiques du style d'attachement évitant, c'est qu'il vit beaucoup dans l'imaginaire et beaucoup dans le fantasme. Comme il est dans une incapacité d'aller dans la relation, bah, il préfère s'imaginer les choses, ça lui fait du bien de s'imaginer les choses. Par contre, il est toujours déçu finalement de ce qu'il vit. Parce que, comme je dis toujours, et je fais souvent des posts là-dessus, euh, plus ton idéalisation elle est grande, plus tu idéalises et tu fantasmes le couple, et donc tu as des représentations qui sont erronées de ce qu'est la réalité du couple, d'accord? Plus quand tu vas le vivre et chercher à le réaliser, tu vas être déçu. En fait, tu seras toujours déçu. Et c'est d'ailleurs le cas de beaucoup de personnes que j'accompagne. C'est qu'en fait, elles se sont tellement imaginé des choses que quand elles le confrontent dans la réalité, en fait, elles sont déçues. Mmh. Pareil, si on cherche un idéal, si je cherche toujours un idéal, une perfection, un modèle d'homme, de femme, ou un idéal de ce que devrait être la relation, et que la relation colle pas à l'idée que je m'en fais, en fait, je vais être toujours déçu. Mmh. Et le risque, ça peut être toujours de, comment dire? De fermer des portes et en fait, de se fermer à des opportunités. Moi, je suis convaincu qu'il y a des gens que j'accompagne aujourd'hui qui, je pense, quand elles me racontent leur parcours, elles ont déjà eu des opportunités, peut-être de personnes avec qui elles auraient vraiment pu faire un couple durable. Sauf que, comme elles n'étaient pas suffisamment calées sur le projet, calées sur qu'est-ce que c'est véritablement le couple, d'avoir vraiment les outils, la compréhension de ce qu'est le couple véritablement, bah, en fait, elles sont passées à côté. Donc, ça, c'est un rabbin qui dit ça, que j'aime beaucoup, le Rav Ben Shetrit, qui dit en fait, plus ton sommeil est profond, plus ton réveil va être difficile. C'est-à-dire, le sommeil profond, c'est l'idéalisation. C'est plus je OK. rêve, là, je suis dans ma tête, plus quand je vais devoir me réveiller, c'est-à-dire vraiment faire ce travail de conscience de c'est quoi la réalité, ça va être difficile. Le réveil va être difficile. Et ça, c'est quelque chose que je fais beaucoup dans l'accompagnement, de façon très bienveillante, hein, et très pédagogique. Mais c'est de dire, attends, là, ce que tu me racontes, Mmh. tu connais des personnes qui vivent ce que tu es en train de me décrire? Parce que moi, je connais pas, à part dans les films ou à part dans l'imaginaire. Tu vois? Et ça, c'est quelque chose que je retrouve beaucoup. C'est un écueil énorme que je retrouve beaucoup. C'est qu'aujourd'hui, on voudrait, comment dire? Que la réalité colle à ce qu'on se fait dans notre mental. Tu vois? Comme si la réalité, c'est notre mental. Mmh. Non, le mental, ça aide. C'est une capacité à abstraire les choses, à avoir des concepts, à réfléchir. Mais la réalité, c'est ce que tu vis, c'est l'expérience humaine. Et il y a beaucoup de personnes qui sont trop dans le mental et qui veulent faire coller le mental à la réalité. Et en fait, moi, comme je leur dis, fais à partir du réel, construis à Ouais. partir du réel. Pour moi, c'est ça aussi la maturité, même la maturité affective. C'est pas de chercher à ce que l'autre, colle à ce que tu veux, c'est de faire à partir de ce qu'il est et voir ce que tu peux faire avec la personne à partir de ce qu'elle est. Mmh. Trop bien, trop, trop bien. Il y a une erreur commune surtout, tu sais, quand tu es en couple, des fois, tu peux aller vers ça. On a un peu parlé, mais tu peux aller vers ça sans trop savoir que tu y vas. C'est de surtout quand tu es dépendant affectif, tu vois, que tu as des styles comme ça, tu as eu des penchants comme ça. C'est, tu sais, de te mettre à, «vivre pour l'autre», entre Mmh. guillemets, Mmh. de faire pour l'autre, de Ouais, vivre pour l'autre, tu ouais. vois? Tu peux en parler de tout ça? Genre, en quoi c'est une erreur et comment tu Ouais, mais ça, c'est une grosse erreur que j'ai. sachant que je te coupe, au début, tu en es inconscient, mais plus tu avances, Ouais, tu sais, plus tu te perds. tu te perds, en Ouais, fait. Ouais. ouais, ouais. Ouais, tu arrêtes de te tenir la main, en fait. Et cette erreur, je l'ai beaucoup commise moi aussi. Ça, déjà, c'est le classique des personnes qui ont une mauvaise estime de soi, une mauvaise image de soi. Parce qu'en fait, elles ont une croyance limitante énorme, c'est que ça peut être: «J'ai pas de valeur, je mérite pas d'être aimé, l'amour, c'est pas pour moi», voilà, quelque chose de cet ordre-là. Et donc, la personne va tout faire pour chercher à avoir l'amour de l'autre. Voilà. Et donc, la personne au début, alors comme je dis, les compromis dans le couple, c'est nécessaire, mais pas les compromissions. Moi, je fais vraiment la part des choses entre le compromis, c'est nécessaire dans un couple. C'est à un moment donné, j'accepte que, voilà, moi j'avais tel besoin, l'autre il a tel besoin, ben, je vais satisfaire le besoin de l'autre et c'est OK, j'y consens volontairement. Parce que je vais pas être toujours auto-centré non plus, sinon je reste célibataire. Mmh. Voilà, parce que sinon c'est quoi l'intérêt d'être en couple si je veux toujours satisfaire mes besoins, mes besoins, mes besoins. Donc, donc les compromis, oui, pas les compromissions. Les compromissions, justement, ça serait ne pas respecter soit des besoins fondamentaux pour nous, soit trahir nos valeurs ou quelque chose qui ne serait pas juste pour nous. Voilà. Et souvent, c'est par la peur de dire non, la peur de décevoir. Ça, c'est quelque chose que je retrouve très souvent. J'ai peur de décevoir l'autre, j'ai peur du conflit. J'ai combien de personnes que j'accompagne ont peur du conflit? Alors Ouais. OK, c'est pas cool un conflit, c'est désagréable. On sait que ça va susciter une réaction émotionnelle, qu'on va vivre peut-être un moment un peu difficile. Mais le conflit, il est nécessaire dans un couple. Alors après, il y a conflit et conflit. Il y a conflit et dispute, il y a conflit et débordement émotionnel.
Le but, c'est pas de s'invectiver, de faire des attaques ad personam, de s'insulter. Euh, donc voilà. C'était quoi ta question? C'était vivre pour l'autre. Ouais. En quoi c'est une erreur et en quoi C'est une erreur qu'est-ce que tu conseilles? et en plus, comment dire? Je parlais du 1 + 1 = 3. Mais là, on peut plus faire le 1 + 1 = 3 parce que ça fait 1 + 0 en fait. Ouais. Et donc ça fait 1. Donc en fait, tu te perds dans l'autre, mais il y a plus de couple. Parce qu'en fait, le couple n'existe plus. Le couple existe dans l'altérité. Et les personnes qui font ça, d'ailleurs, un des risques qu'il peut y avoir, et il y a des personnes que j'accompagne qui ont déjà vécu ces expériences-là, c'est qu'au bout de quelques mois, le partenaire, il te quitte. Pourtant, tu dis, mais j'étais gentil, j'étais sympa, j'ai dit oui à tout. Mais justement, il s'est fait chier parce que ça manquait d'altérité. Ouais. Et donc, en fait, c'est contre-productif parce que toi, tu as fait ça en te disant, ben, au moins, je vais faire en sorte que la relation elle aille bien, que l'autre m'accepte comme je suis. Mais en fait, c'est contre-productif. Au contraire, c'est en étant toi-même que l'autre va pouvoir t'aimer pour ce que tu es. Tu vas lui permettre de grandir par rapport à l'altérité et tu vas faire grandir le couple. Il faut que toi, tu apportes ce que tu es. Mmh. Donc ça, pour moi, oui, c'est vraiment une grossière erreur de faire ça. Ouais et qu'est-ce que tu conseilles du coup pour, pas tomber là-dedans ou quand tu commences à y tomber, te dire, «Yo, tu tombes un peu là-dedans»? Bah, vraiment, donc se respecter, ça passe par s'affirmer et s'affirmer, c'est déjà, principe très simple, savoir dire oui, savoir dire non. Mais déjà, savoir dire non, pour moi, c'est un principe relationnel de base. Si je suis pas d'accord avec quelque chose, je dis non. Voilà, juste, je pose une limite. Donc c'est ça, c'est d'être clair avec mes besoins. Donc il faut quand même que je sois à l'écoute de mes besoins, dans la relation parce que les besoins, c'est ce qui va driver, c'est ma boussole interne. Donc il faut que je sois à l'écoute de cette boussole interne pour me guider dans la relation et pour guider aussi la relation sur la direction que je veux lui donner. La capacité de s'affirmer, vraiment, de dire les choses, de dire ce qu'on ressent, de formuler des demandes claires. Je veux dire, Ouais. ça, c'est pareil. Il y a quelque chose que je vois dans les couples qui est pareil et il faut être vigilant là-dessus et même moi, ça m'arrive, c'est d'être dans les attentes. En fait, on est très souvent dans les attentes. On attendrait que l'autre fasse quelque chose. Mais moi, je dis toujours, les attentes dans le couple, c'est un poison, un véritable poison. Il faut pas être dans les attentes parce que les attentes, ça nourrit de la frustration, ça nourrit de l'agacement, de la colère. Il faut être dans les demandes. C'est-à-dire que j'ai telle attente parce qu'en fait, j'ai un besoin que je veux nourrir dans la relation. Mais ma part de responsabilité, c'est de formuler une demande claire à l'autre pour que l'autre sache que je voudrais ça, j'aurais besoin de ça. Maintenant, je respecte que l'autre, soit il va dire oui, soit il va dire non. Mais déjà, ma responsabilité, c'est de lui signifier. Et les Mmh. gens qui sont dans les attentes, ils se plaignent, ils ruminent, ils se posent en victime. Ouais, mais moi, je suis pas heureux, il me respecte pas. Ouais, mais est-ce que tu lui as dit ce que tu attendais? Non. Et comment tu veux qu'il sache? L'autre, il est pas devin. Ouais. Donc voilà. Et si toi, t'es pas clair avec toi, comment tu veux que l'autre, il sache, il devine à ta place que toi, tu sais même pas que tu aurais besoin? Ouais. Problème. Voilà. Donc voilà. Trop bien, trop, trop bien. Comment tu maintiens ton tu sais, on en a parlé beaucoup nous de notre côté, quand sur Zoom et tout. Comment tu maintiens, ton individualité et ton individualité et ton indépendance, Ouais. mais tout en gérant ton couple, tu sais, tout Ouais. en étant dans ton couple? Bah, j'ai envie de dire, le couple, c'est la recherche permanente d'un équilibre dans un déséquilibre, dans quelque chose qui est mouvant, dans quelque chose qui est en croissance. Donc c'est pas quelque chose qui est facile à faire. Hem, clairement, ça nécessite déjà de consacrer du temps à son couple. Juste déjà, tu vois, de manière factuelle dans l'agenda, booker des moments, de Ouais. temps parce que sinon le boulot, peut prendre toute la place. Quand on est entrepreneur, si on se met pas des limites, je veux dire entrepreneuriat, on n'a jamais fini d'avoir des choses à faire. Heu, donc pour moi, il y a ça, donc de booker du temps. La notion vraiment de consentir et d'accepter de faire des compromis. C'est important, d'accepter, en fait, de se mettre dans une intention de veiller au bien de l'autre, de vouloir le bien de l'autre, de vouloir l'épanouissement de l'autre. C'est-à-dire, à un moment donné, de se décentrer de soi un petit peu. Parce que si je suis toujours et ça, c'est ce que je critique énormément, pour moi, quelqu'un qui serait un pro dev perso, qui prône l'épanouissement personnel, à un moment donné, ça va toucher ses limites dans le couple. Parce qu'à un moment donné, le couple va être, une entrave à mon épanouissement personnel. Maintenant, si mon épanouissement personnel passe par également mon épanouissement de couple, de famille, à ce moment-là, c'est aligné. Voilà. Et ça, je le critique beaucoup dans cette espèce de mouvance du dev perso. Encore une fois, je critique pas le dev perso, il y a de très Ouais. bonnes choses, mais c'est dans les écueils que je vois du dev perso. C'est je cherche à être bien, je cherche mon bien-être. Pour moi, le couple, c'est pas la recherche du bien-être. En ce moment, ce que je vis, c'est pas du bien-être. Je suis pas en train de me lever le matin sur mon coussin de yoga. Non, c'est pas vrai. Il y a ma fille qui pleure dès 7 heures du matin. J'ai pas le temps de faire toutes mes préparations, ce que j'aimerais faire si j'étais seul. Voilà. Mais voilà. Donc c'est
Ouais, c'est ça, c'est de vraiment vouloir le bien de l'autre, heu, de savoir se décentrer, de vouloir faire des compromis. Moi, j'aime beaucoup ça, c'est de l'analyse transactionnelle qui nous le donne, c'est le cycle de croissance vers l'évolution. Ouais. Donc pour arriver au couple interdépendant, le 1+1 ça fait 3, il faut quand même avoir développé l'indépendance. L'indépendance, c'est quoi? C'est j'arrive à être bien déjà tout seul. J'ai pas besoin de l'autre pour exister et j'arrive à m'épanouir en dehors de mon couple. Dans mon travail, avec mes amis, dans mes loisirs, dans mes passions, avec ma famille et ça, c'est très important aussi. Donc pour moi, c'est ça, c'est aussi, faut cultiver le fait d'être épanoui parce que c'est pareil, si je suis plus épanoui dans mon boulot, je suis plus épanoui, je sais pas, j'ai plus de passion, j'ai plus tout ça, forcément, je vais pas être bien dans mon couple et mon couple va pas être bien forcément aussi. Ouais. Alors que c'est OK que ça soit des cycles et des passages, parfois, on traverse des moments un petit peu difficiles et le couple, ça sert aussi à ça. Parce que le partenaire nous accompagne dans ces moments difficiles et nous aide à traverser ça. Mais voilà, donc pour moi, c'est aussi, voilà, d'arrêter de se regarder des fois et de regarder soit l'autre, pour s'intéresser un peu à l'autre, se décentrer de soi, soit Mmh. regarder dans une direction commune, dans des projets communs. Voilà, pour moi, c'est ça qui est Trop important. bien. Ouais. Il y a un concept que j'adore quand je t'entends parler, c'est l'art de décevoir. Ouais. Tu veux que je t'en parle? Comment tu déçois une personne? Enfin, Alors, quand je dis pourquoi l'art il de faut décevoir, pourquoi il faut maîtriser l'art de décevoir? alors, l'art de décevoir, d'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo là-dessus, et le week-end dernier. Heu, En fait, il faut comprendre, voilà, moi, je transmets dans mon accompagnement des principes ontologiques du couple. C'est pas moi qui les ai créés, c'est des principes de réalité du couple. Il y a des principes comme ça qu'on retrouve chez tous les couples. Le fait de se décevoir, c'est normal dans le couple. En fait, quelqu'un qui voudrait ne pas décevoir l'autre dans le couple, il va pas respecter des principes du couple et du coup, il ne va pas rester aligné avec. Parce que c'est normal de décevoir l'autre. Quand à un moment donné, l'autre, il attend quelque chose de soi et qu'on lui dit non, il va être déçu. Et c'est OK et c'est normal. Voilà. Donc en fait, si on veut être pleinement libre dans un couple, si on veut pleinement pouvoir se respecter, d'accord, rester aligné avec soi, il faut être OK avec le fait qu'on va décevoir l'autre. Quand je dis ça, je pousse pas les gens à être décevants. C'est pas ce que je dis. C'est pas: «Sois toujours décevant et tu t'en fous et tu en as rien à foutre». Pas du tout. C'est juste qu'il faut que tu sois OK que même si tu essaies de donner le meilleur de toi-même, d'accord? Même si tu essaies de tout faire pour, veiller au bien de l'autre, à sa croissance, à son évolution et tout ça, l'autre, il sera toujours déçu. Et Mmh. c'est OK. Et il faut pas se faire de mal avec ça, par contre. Il faut pas que: «Ah, l'autre est déçu. Ah, ça me fait mal, je souffre. Ah, je m'en veux, je me culpabilise». C'est comme ça. Ça a à voir avec la maturité. C'est-à-dire, ben, voilà, ah, ma femme, elle est déçue, elle aurait aimé que je sois plus disponible, je l'ai moins été, je suis rentré un peu tard du boulot. C'est voilà, après, oui, je peux m'excuser, je peux tout ça, mais de toute façon, elle a été déçue. Donc pour moi, et ça, c'est vraiment, il y a des grands principes que je transmets dans mon accompagnement, ça c'est plus sur la fin, c'est de donner les outils pour vivre la relation de manière durable, parce que c'est quand même la promesse que je Ouais. fais. C'est pas la relation courte, c'est pas la relation 6 mois, un an, c'est des relations basées sur un engagement, c'est des relations durables qui vont durer dans le temps. C'est vraiment d'accepter de pouvoir décevoir l'autre. Mmh. Voilà, ça, c'est vraiment important. Et c'est un gros, gros travail. C'est très challengeant pour beaucoup, beaucoup de personnes. Ça l'a beaucoup été pour moi et Ouais. ça l'est même encore parfois. Ça peut être très challengeant pour beaucoup de personnes de décevoir. Tu peux dire que c'est un des secrets du coup, d'une bonne relation, enfin d'une relation durable? Ouais, alors secret, ouais, on peut le dire comme ça, on peut employer ce terme-là, mais ouais, c'est une des clés. Voilà, c'est une des clés. Ouais, c'est une des OK, clés, on peut le dire comme ça. trop bien. On prend les 5 dernières minutes. J'ai envie Yes. de refaire une série, Ouais, série «Les 7 piliers d'une relation saine». Tu ok, sais, on les a, se responsabiliser, sortir des attentes, tout ça là, ouais, tu en as parlé aussi. ok, J'aimerais qu'on fasse un genre je te l'énonce, se responsabiliser c'est, toi tu reprends, se responsabiliser c'est et tu dis une phrase derrière. ok, OK? Une affirmation, une phrase courte, pas un discours, mais vraiment une phrase courte. ok, OK? Good? ok. Du coup, se responsabiliser. Bah, se responsabiliser, c'est prendre sa part, toute sa part, rien que sa part. Prendre la responsabilité de ses émotions, de ses comportements, de ses pensées, de ses actions. Trop cool. Sortir des attentes, formuler les demandes, c'est C'est arrêter, de croire que l'autre devine ou sait à notre place ce qu'on veut. C'est d'être clair avec ses besoins et de formuler une demande le plus clair et le plus précisément possible. Et une demande n'est pas une exigence, donc ça veut dire que on accepte que l'autre il dise oui ou qu'il dise non, ou on accepte qu'il réponde à la demande, mais différé dans le temps. OK. Répète bien le début là. Yes. S'affirmer, savoir dire non, c'est S'affirmer, savoir dire non, ça demande du courage. Heu, c'est pour moi une des compétences premières pour vivre une relation bienveillante, vraiment respectueuse. Et pour moi, ça permet de nourrir et de vivre une relation vraiment,
ouais, mature et, ouais, et respectueuse. OK. Se respecter dans la relation, c'est? Se respecter dans la relation, c'est poser des limites quand c'est nécessaire, donc savoir dire non. Heu, c'est d'écouter ses besoins et de savoir, les écouter et les nourrir. Voilà, pas toujours, mais par moment. Hem Et se respecter, ça a à voir avec se faire respecter, pour moi, d'accord? C'est, c'est respecter aussi l'espace de responsabilité de l'autre. Voilà, c'est s'occuper de son espace de responsabilité, ne pas laisser l'autre rentrer dans son espace de responsabilité, poser vraiment la limite clairement, mais respecter également, la responsabilité de l'autre. Trop bien. Respecter son ordre biologique, moi d'abord et toi ensuite, c'est? Heu, respecter son ordre biologique, c'est ne pas s'oublier dans la relation, c'est être dans la bienveillance parce que la bienveillance, ça commence par soi. C'est de, heu, se demander d'abord: «Qu'est-ce que moi je veux? Qu'est-ce que l'autre veut?» et ensuite: «Qu'est-ce que je décide par rapport à ça?» Trop bien. Se donner du temps pour sortir des exigences, c'est? C'est de pas être dans le tout de suite, c'est, de se faire ce cadeau à soi et à l'autre et au couple, de pouvoir grandir ensemble sans être pressé, et de voir le temps comme le meilleur ami, le meilleur allié pour justement l'atteinte des objectifs, pour la croissance, personnelle, mutuelle, du couple. Trop bien. Dernier, l'incompréhension et de structure. Ah, Il y a pas de C là par contre. l'incompréhension de structure, bah, alors pour moi, il y a plusieurs choses. Déjà, juste le principe que les hommes et les femmes, on n'est pas câblés pareil. Déjà, il faut le savoir. On fonctionne pas pareil, on réfléchit pas pareil, on vit pas les choses pareil. On pose pas nos besoins sont pas les mêmes. Ça, c'est la première chose. D'autre part, ça, c'est pour ceux qui connaissent la PNL, la carte n'est pas le territoire. C'est-à-dire que, heu, j'ai beau essayer de communiquer du mieux possible avec la personne, probablement qu'elle me comprendra pas vraiment parce que justement, ma carte, c'est pas la sienne et que, faut accepter que l'autre parfois, il va pas nous comprendre et c'est OK. Parce que si on cherche à toujours être à 100 compris par l'autre, c'est comme si on se tape la tête contre le mur. Parce que justement, l'incompréhension de structure, pour moi, c'est un principe ontologique. Je l'invente pas, je pense que les êtres humains, on a beau essayer de tendre au mieux vers la meilleure communication possible, être formé à la CNV, à l'imago, à toutes ces techniques, ce sont des techniques pour mieux communiquer. Je pense que malgré tout, il y aura toujours une forme d'incompréhension et c'est ce qui est beau, c'est que l'autre reste un mystère qui est Mmh. toujours, voilà, à chercher à toujours, approfondir, sonder et questionner.